bien. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Carlos Cugnal, délégué général de Cap Digital, pour celles et ceux qui me connaissent pas. Merci d'être là, d'être présent ce soir pour une nouvelle édition donc, de Haute Densité, qui est un rendez-vous qui s'est installé maintenant dans notre paysage, dans notre quotidien depuis maintenant plus d'un an. On est sur la 2e saison, ça va être le 5e ou 6e épisode, non ? C'est bien ça ? 6e épisode, et vous allez voir, on est sur des sujets dans la continuité évidemment du cycle précédent, mais sur des sujets qui font l'actualité et qui sont pour Cap Digital, le pôle de compétitivité évidemment, d'un enjeu essentiel. Et avant de passer la parole à Leonardo et Clarion, notre partenaire, vous dire quelques mots sur l'enjeu pour nous de ces temps en fait, d'échange, de partage, de vision, de connaissances. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ces sujets-là. On n'a pas forcément toutes et tous le même avis sur le sujet, et c'est très important pour Cap Digital depuis près de 20 ans de donner la parole à tout l'écosystème, tous les acteurs qui font vraiment la valeur économique et sociale donc, dans le domaine du numérique. Et je pense que c'est un des points sur lesquels on se rejoint avec Leonardo et avec Eclairion. C'est vraiment l'idée de pouvoir nous réunir régulièrement avec une exigence en termes éditorial, et je remercierai ensuite les différents intervenants, évidemment, pour qu'on reparte ce soir peut-être un peu plus sachant, avec des avis plus arrêtés sur un certain nombre de points, peut-être un peu plus de doutes aussi, et donc du coup de revenir à Cap Digital et de travailler collectivement, donc les projets et de R&D, démonstrateurs et d'usage dans les domaines du numérique, et là en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle et tout ce que ça suppose de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Je voudrais saluer et remercier donc nos intervenants ce soir, Guillaume Poupard, Jean-Baptiste Piacentino et puis Adrien Laroche, de venir partager avec nous 1h30 sur ces sujets. On aura l'occasion, rassurez-vous, d'échanger aussi avec la salle et de poser toutes les questions que vous voulez. Et je suis certain qu'on aura des échanges très riches et très éclairants sur les enjeux du moment. Leonardo, c'est une grande première pour toi. Exactement. Donc je te propose de te présenter. N'hésite pas aussi à présenter Clarion et nous dire aussi pourquoi finalement tu as accepté en tant qu'Eclairion donc de faire ce petit chemin ensemble sur le cycle haute densité depuis maintenant près d'un an et demi. Vas-y, la parole est à toi. Enchanté, bienvenue. Leonardo Ciscato, je suis... alors c'est assez marrant parce que quand Arnaud, le PDG d'ailleurs d'Eclairion, m'a demandé de les rejoindre, c'était pour venir bâtir un écosystème et contribuer en fait à la disparité en fait de l'écosystème français européen qu'on peut admirer dans l'intelligence artificielle, où on entend parler depuis des années de la partie haute densité, et il y a eu des troublions qui ont démocratisé l'intelligence artificielle, sauf que aujourd'hui, personne ne sait où ça va aller, comment ça va aller, dans quel contexte ça va continuer à se développer, et surtout, de quelle manière ça va arriver à pénétrer les entreprises et créer de la valeur. Pour autant, on sait aujourd'hui que le besoin est là, le besoin grandit. Alors il y a beaucoup d'enjeux de souveraineté, de cybersécurité, de stratégie, de financement, de tous ces assets. Et donc du coup, l'idée c'est de venir contribuer d'un point de vue français, européen, à la manière dont on va pouvoir accompagner l'écosystème et faire partie de cet écosystème pour faire grandir l'intelligence artificielle et la haute densité à l'intérieur de partenaires ou d'alliances aussi, avec lesquelles on pourrait venir créer des streams verticaux pour développer de la valeur. Encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil, et ici on est aussi très content de continuer à sponsoriser et à être partenaire de Cap Digital sur cette activité, et en étant en fait un petit peu en backup et en écoutant l'écosystème et en voyant comment il s'exprime et
les discussions stratégiques, ça nous permet aussi de nous nourrir pour essayer de construire un futur qui puisse être commun et développer plus de visibilité sur la scène internationale. Et je crois que tu peux nous dire quand même un mot. C'était pas public il y a encore 2 mois, mais ça l'est aujourd'hui. A priori, le premier centre calcul haute densité d'un acteur très connu qui a fait l'actualité au mois de février. Est-ce que tu peux en parler ou pas? Exactement. Alors, on est en train de finaliser les installations techniques pour pouvoir accueillir donc, le plus gros cluster d'intelligence artificielle européen en France, à Bruyères-le-Châtel, en face du CEA, pour Mistral. Donc, on a Mistral IA qui vient s'installer chez nous. Et donc, on va pouvoir opérer leur cluster qu'ils ont la joie de venir installer en France. Donc, c'est effectivement une très grande nouvelle et une très grande joie. Donc, on a compris, les premiers milliards qui ont été annoncés en février, c'est à Bruyères-le-Châtel et c'est en partie chez vous. Exactement. Bien, je vous souhaite une très bonne soirée, beaucoup d'échanges, et puis je passe la parole à notre formidable modérateur Antoine et aux différents intervenants. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle soirée haute densité, le cycle de conférences de Cap Digital et Eclairion qui explore les enjeux et impacts des innovations numériques à haute intensité. 264 milliards d'euros. Ouais, j'aime bien commencer avec des gros chiffres. 264 milliards d'euros, c'est le prix de la dépendance technologique de l'Europe aux acteurs du cloud et du logiciel américain. Une facture pour le moins salé, calculé par le SIGREF le 28 avril dernier. Le lendemain, 29 avril, la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, attribue pour la première fois officiellement des cyberattaques à la Russie. Bon, ajoutez à cela une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis aux 1000 rebondissements, on ne va pas forcément s'y attarder aujourd'hui, et il n'en fallait pas plus pour remettre encore un peu plus sur le devant de la scène le terme de souveraineté numérique. Terme qui, depuis 3 ans déjà, s'est invité dans l'intitulé officiel du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Ok, mais de quoi on parle exactement? De quoi souveraineté numérique est-il le mot? Ou plutôt, à quel mot entend-on répondre quand on se range sous cette bannière? Et puis, être souverain pour l'Union européenne, pour l'État français, ça a du sens, mais pour une entreprise, ça veut dire quoi exactement? Et pour un produit numérique, pour un service numérique, pour un logiciel, une app, ça peut être souverain, une app? Bon, vous l'avez compris, loin des fantasmes de reconquête, loin des rêves de grandeur, loin des tentations protectionnistes, on va essayer ce soir de vous proposer une plongée dans les coulisses de la souveraineté numérique, mais aussi d'une autonomie numérique maîtrisée, une ambition réaliste, opérationnelle, portée par celles et ceux qui, au quotidien, innovent, construisent, arbitrent aussi. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Baptiste Piacentino. Bonjour Jean-Baptiste, vous êtes vice-président Alliance chez Cleverclad. Guillaume Poupard, à mes côtés également. Bonsoir Guillaume, vous êtes directeur général adjoint de DocaPost. Et enfin, Adrien Laroche. Enchanté Adrien, bienvenue. Vous êtes directeur de projet économie de la donnée à la direction générale des entreprises. Avec vous, on va donc parler d'innovation, beaucoup, de cloud aussi, d'IA, de choix technologiques et surtout de marge de manœuvre, de réduction des dépendances, de maîtrise des dépendances. Innovation numérique de la souveraineté rêvée à l'autonomie maîtrisée, un titre comme un cap, une discussion pour construire. Je suis Antoine Allard, je suis délégué adjoint de Cap Digital en charge de la communication des connaissances et je suis accompagné de ma collègue Lumna Salak, community leader de la communauté Data et IA des adhérents de Cap Digital. C'est parti pour 1 heure de débat. Bienvenue dans Haute Densité Générique. Bien, une bien longue intro. J'ai envie de commencer un peu avec un icebreaker en vous confiant à chacun 2 minutes pour vous présenter,
Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qui représentez-vous? Et répondre à une question assez simple et pourtant assez compliquée. Ça évoque quoi pour vous, le terme de souveraineté numérique? Qui veut commencer? Alors, bonsoir, merci de l'introduction. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Piacentino, je travaille pour Clever Cloud. J'ai en charge ce qu'on appelle les alliances. Pour ceux qui ne connaissent pas, Clever Cloud est un service provider de cloud français, originaire de Nantes. Donc, je précise parce que ce n'est pas souvent qu'on voit des entreprises régionales démarrer. Alors, OVH, évidemment, une exception, mais... Et donc, nous existons depuis une quinzaine d'années. On a une particularité, c'est que nous offrons des services de cloud que l'on appelle Platform as a Service. On a résolument choisi une intégration de haut niveau dans les services que l'on propose. Et je m'occupe plus particulièrement chez Clever de ce qu'on appelle les alliances, c'est-à-dire une autre façon de dire les partenariats. Ça couvre à la fois les projets collaboratifs, les alliances stratégiques, les partenariats avec des acteurs internationaux, le développement de ce qu'on appelle la marketplace aussi, c'est-à-dire la place de marché dans laquelle nos clients peuvent trouver des services que nous n'avons pas forcément conçus intégralement nous-mêmes, mais qui sont à leur disposition pour développer plus en avant leurs applications. Et voilà, et ça fait un petit moment que je suis dans l'industrie. Je viens de l'open source. J'ai dirigé Mozilla en France et en particulier un projet qui s'appelle Thunderbird, que vous connaissez peut-être. Et auparavant, j'ai fait plein d'autres cascades diverses et variées aux États-Unis et un peu partout ailleurs. Voilà. Et ça évoque quoi alors pour vous, le terme souveraineté numérique? C'est vrai. Alors, et puis maintenant je m'en vais après. Alors, souveraineté numérique, pour moi, j'ai écrit un blog post à ce sujet il y a quelques temps. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, si on se place d'un point de vue de l'entreprise. On va commencer tout de suite par la polémique, finalement. Le blog post s'appelait souveraineté numérique, une illusion, en fait, pour les entreprises, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, encore une fois. Il faut faire appel à des concepts qui sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus ancrés dans ce qu'est la vie de l'entreprise pour faire face aux problématiques d'autonomie stratégique. Et on préfère ce terme d'autonomie stratégique. Donc souveraineté numérique, on va en parler, mais appliqué aux entreprises, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Adrien? Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Adrien Laroche, je suis fonctionnaire et je travaille à la Direction générale des entreprises, donc au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, comme elle l'a rappelé tout à l'heure. Ça fait à peu près 3 ans que je suis, un peu plus de 3 ans que je suis directeur de projet économie de la donnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce nom un peu cryptique? Je suis à la tête d'une équipe qui s'occupe de cloud, de calcul quantique, de HPC, de régulation des données et aussi de data center, beaucoup depuis 1 an. Et puis, au travers de ces thématiques, on va mener des politiques publiques de soutien à l'écosystème français, au travers du plan France 2030 notamment. Et à ce titre, je suis le coordinateur de la stratégie cloud. On va aussi mener des politiques plutôt de régulation dans des objectifs, par exemple, de fluidifier la concurrence du marché cloud ou de protéger les données sensibles. Vous avez entendu parler de EUCS, vous avez entendu parler du Data Act, par exemple. Et puis, on va aussi mener, et ça peut sembler parfois paradoxal, des politiques d'attractivité. Et par exemple, en matière de data center, récemment, on aura l'occasion d'y revenir avec les annonces qui ont été faites lors du sommet sur l'action pour l'IA et puis lors de Choose France récemment. J'oublie pas la question, donc la souveraineté numérique. Déjà, c'est un objectif de mon travail au quotidien. Alors, je ne sais pas si on rentre tout de suite dans la définition. Allons-y. Je pense que voilà, s'il y avait une définition qui réunissait tout le monde et sur laquelle tout le monde était d'accord, on le saurait. C'est sans doute pas le cas. Moi, j'aime bien la définition qu'utilisait Bruno Le Maire. Je le dis d'autant plus facilement qu'il n'est plus ministre. Quand il parlait de souveraineté, il disait que la souveraineté, c'est 2 grandes parties. Il y a une partie, c'est savoir faire respecter nos règles chez nous. Et effectivement, c'est une partie de la souveraineté. Et l'autre partie, c'est être capable d'innover et finalement de continuer à maîtriser les technologies clés en Europe. Et c'est là, je pense, cette partie qu'on va peut-être plus creuser ce soir, sur la question d'identifier finalement nos dépendances et puis ensuite de se savoir ce qu'on en fait une fois qu'on les a identifiées. Très clair, merci. Guillaume, à votre tour. À moi. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation.
Donc Guillaume Poupard, moi je suis ingénieur, cryptologue. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, il en faut. J'ai fait toute une première partie de ma carrière dans le secteur public, où j'ai eu la chance de travailler avec Bernard, que je salue notamment. Donc ministère de la Défense, DGA, 9 ans à l'ANSSI. Et la meilleure définition, c'est marrant la mémoire comme ça fonctionne, il y a des années, dans ce bâtiment, il y avait Henri Verdier qui parlait, qui faisait un discours, et puis à un moment, il voulait me présenter, et puis il dit, ben voilà Guillaume, c'est le plus gentil des méchants. C'est du Henri, c'est assez percutant, c'est assez efficace, et c'est pas totalement faux. Et puis depuis 2 ans et demi, j'ai basculé dans le secteur privé, chez DocaPost, qui est un des leaders français en termes de numérique de confiance. Pareil, hein, la souveraineté, on peut donner des définitions, la numérique de confiance, c'est encore plus dur probablement. Mais l'intuition qui est derrière, c'est qu'on veut proposer des solutions, des logiciels, des briques, des plateformes, des services, qui répondent aux besoins de ceux qui ont des contraintes réglementaires et surtout une volonté d'avoir une vraie maîtrise des données. Donc ça fait écho évidemment à ces questions de souveraineté, même si au fil du temps, la manière de l'aborder peut varier d'un point de vue communication, on va dire. Et donc sur ce terme de souveraineté numérique, moi je dois bien vous avouer que je suis toujours très prudent avec le terme de souveraineté. Non pas que je sois contre la souveraineté ou que j'ai un problème avec ça, au contraire, toute ma carrière a plutôt été marquée par le fait de servir la souveraineté nationale, au bon sens du terme. La souveraineté nationale, c'est pas souveraineté des entreprises, voilà, c'est probablement la seule souveraineté qui a une vraie définition et qui se traduit par la volonté de maîtriser son destin, d'être capable de ne pas être dépendant. Et en termes d'autonomie stratégique, sont probablement de bons synonymes. Là où je suis toujours très prudent avec ce terme de souveraineté, c'est que dans un discours parfois un peu rapide, un peu caricatural, on peut vite passer de la souveraineté au souverainisme, au protectionnisme, à plein d'autres notions qui, à mon avis, n'ont rien à voir, mais la confusion peut facilement être entretenue, notamment par nos adversaires qui sont contre que ça dérange peut-être, et puis par des débats politiques qui ne sont pas du tout de mon ressort, mais qui parfois mélangent un peu les concepts. Donc voilà, aujourd'hui c'est le terme qui est employé, donc presque par facilité, parlons de souveraineté numérique, c'est le terme consacré. Le fait que ça a été mis dans le nom du ministère, évidemment, ça simplifie les choses. Et puis ça ouvre quand même des tas de débats, mais je ne vais pas les spoiler tout de suite, mais notamment, normalement, la souveraineté, c'est la souveraineté nationale. Ce que vous avez rapidement évoqué, souveraineté européenne. Juste pour finir sur une anecdote, moi j'avais employé ce terme il y a longtemps, sous un autre président de la République. Et pour l'anecdote, je m'étais fait immédiatement reprendre par les diplomates qui m'avaient dit, mon jeune ami, la souveraineté ne peut être que nationale. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Et je ne sais pas si c'était une gaffe ou pas, ou une prémonition, mais c'est vrai que quand on parle de souveraineté, on parle bien d'un État normalement. Et donc parler de souveraineté européenne, c'est considérer l'Europe comme un État. Ce qui est un débat en soi, probablement. Merci beaucoup. On commence à y voir un peu plus clair. Moi, je voudrais qu'on se mette maintenant du point de vue des technos. Alors là, on a déjà commencé à parler assez rapidement données. On a quand même des acteurs du cloud qui sont réunis, mais la souveraineté, l'autonomie, c'est pas que le cloud. En fin de compte, ça recouvre quel grand champ technologique ces enjeux-là? J'attaque ? Non, c'est pas que le cloud. Le cloud, c'est évidemment c'est un sujet important, c'est un sujet emblématique, c'est un sujet où quand on fait la liste de nos dépendances technologiques, c'est un des domaines où la situation est complexe aujourd'hui. On ne va pas se mentir, on est là pour se dire les choses. Du fait de la domination des GAFAM américains, de leurs pendants chinois, et là encore, pour tout de suite évacuer une partie du débat, la question n'est pas de savoir s'ils sont gentils ou méchants, la question n'est pas de savoir s'ils sont bons ou pas bons. Gentils et méchants, je renvoie, c'est une approche très manichéiste qui n'a aucun sens probablement dans ce que l'on dit. Et bons ou pas bons, ils sont très bons. Ils sont très bons. Et tous les débats qui visent à dire oui, mais la sécurité des clouders américains, non, c'est un très mauvais débat. Ils sont extrêmement bons. La question n'est pas là. La question est beaucoup plus de la dépendance que l'on a vis-à-vis de ces technologies qui sont dominantes parce que très bonnes, justement. À quel point on est capable à quel point c'est grave d'abord, puisque c'est pas forcément toujours grave, loin de là. À quel point on est capable de faire autrement.
Donc ça, on va peut-être y revenir sur la question de cloud. Et puis il y a tout le reste de la pile logicielle, probablement, voire même matériel. On peut aller jusque-là. Le numérique, vous savez, on aime bien représenter ça sous forme de couches, qui commence à un niveau très physique, à un niveau même électronique, microélectronique, et puis qui finit au niveau applicatif. Et tout l'enjeu, je ne vais certainement pas vous faire l'analyse de la pile, mais tout l'enjeu, c'est à chaque niveau de se dire, ben voilà, quelles sont les dépendances que ça génère, quels sont les risques que ça génère, quelles sont les difficultés économiques potentiellement que ça génère également. Et ça, on peut prendre plein d'exemples, mais en même temps, je suis désolé, mais il y a beaucoup de en même temps dans ces questions-là, l'excès nous pousse trop loin. Ça m'est arrivé de m'agacer un petit peu dans des discussions où voilà, on n'est pas obligé d'avoir forcément des composants électroniques faits avec du silicium, le silicium étant lui-même fait avec du sable pris sur les plages bretonnes, pour être forcément souverain. C'est heureusement bien plus complexe que ça. Et l'expérience que j'ai pu avoir dans le domaine de la défense, notamment, si vous allez voir un système d'armes, s'il y a des choses souveraines, c'est ça, typiquement. Là, il n'y a pas de débat. Pour le numérique, c'est forcément plus complexe. Dans un système d'armes, vous allez être surpris de voir des technologies qui sont évidemment très maîtrisées en France, dont certaines, voilà, il y a tout un effort de politique industrielle pour garder cette maîtrise, notamment à des fins militaires. Et puis, vous allez trouver de l'open source, de manière peut-être surprenante pour certains, mais l'open source, c'est probablement un gage de souveraineté, au moins dans certains cas. Et puis, vous allez trouver des composants qui sont des composants commerciaux, mais ce n'est pas grave parce que l'analyse a été faite en termes de maîtrise et ainsi de suite. Donc tout ça, voilà, c'est un travail qui est très complexe en termes d'analyse, de dépendance, on en revient toujours à ça, en termes de maîtrise, qui doivent s'entendre en termes de sécurité. Bon, évidemment, il ne faut pas que l'utilisation d'un composant ou logiciel matériel soit un problème de sécurité, et ça peut arriver vite. En termes de maîtrise, en termes de disponibilité, on sait très bien que, surtout en ce moment, on voit les exemples sont malheureusement classiques, on peut avoir des approvisionnements qui se font couper, volontairement ou involontairement. Donc ça, c'est des choses qui s'anticipent. Ceux qui ne l'ont pas anticipé, ils sont dans l'erreur. Et puis des problèmes économiques. J'aime bien ce chiffre des 264 milliards de mémoire. Bien sûr, c'est tout le débat qu'il y a en ce moment. Le déséquilibre entre les États-Unis et l'Europe, si on rajoute les services, et notamment les services numériques, c'est plus que rééquilibré. Donc c'est pas des petits chiffres. Et puis pour terminer là-dessus, on le voit, il n'y a pas d'amis dans ce domaine-là, il n'y a pas de parole même. Et pour citer un cas récent qu'on est nombreux à avoir expérimenté, si on prend les solutions de VMware par exemple, qui sont dans beaucoup d'endroits, tout le monde s'en vantera pas, mais enfin c'est très 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 utilisé dans l'industrie parce que ça répond à un vrai besoin. VMware, c'était des gens qui n'étaient pas souverains mais qui étaient plutôt fréquentables, avec des modèles de licence qui étaient plutôt sympathiques, licence éternelle et tout ça, c'est perpétuel, c'est pas mal. VMware racheté par Broadcom, qui n'est pas le premier philanthrope de la planète, et puis d'un seul coup, voilà, vos contrats et tout ça, ils sont plus valables, les prix sont multipliés par 10, et ainsi de suite. Et donc c'est ça aussi la maîtrise et la souveraineté, c'est pas uniquement une affaire politique et de sécurité. Oui, c'est ça. Quand on touche en fait à cette question de la réduction des dépendances, de la maîtrise des dépendances, on arrive vraiment sur ces sujets-là. Est-ce que, Jean-Baptiste, vous qui êtes beaucoup intéressé à cette question-là, il y a d'autres points particulièrement saillants, d'autres nœuds que toute entreprise doit surveiller de près pour réussir à maintenir la meilleure autonomie possible? Oui, alors je voulais préciser un petit peu et développer ce que je disais en introduction. En fait, le terme de souveraineté en entreprise n'a pas beaucoup de sens parce que c'est effectivement, comme Guillaume et Adrien l'ont indiqué, ça relève d'abord d'une vision politique qui vise à protéger les intérêts de la nation et à nous permettre de nous développer dans un cadre qui est conforme, sur lequel on peut s'appuyer, qui ne change pas trop, dans lequel on a des repères qui peuvent nous permettre de construire une société et de faire du business. Dans le cadre de l'entreprise, il faut, comme Guillaume l'indiquait, faire l'analyse de ses dépendances. En fait. Et tout le travail en fait, qui relève plus de l'autonomie stratégique que de la souveraineté, c'est celui qui consiste, pour une entreprise, à identifier les différents nœuds qui peuvent être des nœuds de single point of failure ou des maillons faibles, pour utiliser un terme plus communément compris, et sur lesquels on va sentir des pressions ou des dépendances. Donc,
la partie des composants, évidemment, en Europe et en France en particulier, on a évidemment très peu de composants par rapport à à l'ensemble des composants qui sont nécessaires pour construire les solutions industrielles numériques. Au niveau des logiciels, on utilise une grande variété de logiciels et le numérique est par nature interdépendant, et donc on utilise des logiciels et des ressources de calcul d'algorithmes qui ne sont pas complètement maîtrisés et qui ne peuvent pas être maîtrisés complètement comme on pourrait l'avoir dans un système d'armes par exemple. Et puis, point important, au niveau contractuel, évidemment, il y a toute une capacité à nuire qui peut être soit effectivement par une agressivité commerciale capitalistique comme celle de Broadcom, mais aussi des éléments de géopolitique dont on n'a pas encore parlé, mais je suis certain que notre ami Donald va revenir sur la scène rapidement, qui nous contraignent et qui font poser des risques sur des systèmes d'importance vitale. Et le dernier point qui n'a pas encore été mentionné, c'est les problématiques de compétences et de compréhension, de montée en compétence de compréhension de nos systèmes. En fait, quand on a l'habitude d'acheter des systèmes intégrés, complets, qui fonctionnent de bout en bout, eh bien, on perd cette compétence qui nous permet de comprendre la manière dont les choses interagissent et la manière dont on pourrait les éclater pour pouvoir reprendre des éléments de maîtrise qui permettent de maîtriser ces dépendances. Voilà, donc peut-être compétences, logiciels, contractualisation et puis approvisionnement. C'est peut-être les 4 points sur lesquels il faudrait se concentrer. Adrien, peut-être une réaction côté DGE. Vous avez, j'imagine, identifié les mêmes points que ceux évoqués par Jean-Baptiste. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises et soutenez les entreprises dans cette dynamique ? Non, je pense que je partage ce qu'ont dit Jean-Baptiste et Guillaume sur la maîtrise des dépendances pour chaque entreprise finalement, qu'elle soit du numérique ou pas d'ailleurs. Nous, côté État, effectivement, si on repose la question de maîtriser nos dépendances sur les technologies clés, ça veut dire soit avoir des capacités de compréhension et de savoir faire certaines choses en interne, soit pouvoir s'appuyer sur un tissu économique, industriel, français ou européen, en fonction du niveau de souveraineté vers lequel on souhaite aller, qui sait faire. Et donc, ça passe par avoir un tissu économique qui répond à ce besoin. Et pour autant, ça ne va fonctionner que si ces entreprises sur lesquelles nous, on espère s'appuyer, sont compétitives. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'à la DGE, une entreprise qui vient nous voir en nous disant « soutenez-nous parce qu'on est souverain », ça nous fait d'abord peur. On aimerait plutôt qu'elle nous dise « soutenez-nous » parce qu'on est super fort sur tel marché et avec un peu de soutien, on va réussir à faire x10 sur ce marché sur lequel on est fort. Et donc, ce qu'on cherche à éviter, justement, c'est d'avoir un marché du souverain où l'État achète à des entreprises souveraines, mais dont l'État constitue le client principal, plus cher et à moindre qualité, parce que finalement, elles n'arrivent pas à vendre sur le marché privé qui constitue l'essentiel des chiffres d'affaires et de l'activité économique. Et donc, ce n'est pas parce qu'on souhaite la souveraineté qu'on va soutenir toutes les entreprises qui nous disent on est souverain. Très clair. Et donc, comme souvent dans nos tables rondes, l'actualité nous éclaire. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur 2 nouvelles actualités, notamment le rachat du leader allemand Orne Security par l'américain Proofpoint et le rachat également des activités en lien avec les infrastructures de calcul d'Atos par l'État. Ça fait déjà 2 pays, 2 ambiances, des défis différents. Et ça va tout simplement m'emmener à creuser un petit peu la question des investissements. Et notamment, on constate que sur les projets infrastructures IA, cette forte appétence des investisseurs. Et je rappelle que dans le sommet de l'IA, 109 milliards d'investissements en France dans l'IA, soit la grande partie arrive de l'Amérique du Nord, des pays du Golfe également. Et selon vous,
Adrien et Guillaume principalement, est-ce que vous voyez ça comme une opportunité justement pour accélérer, on va dire, nos technologies tout en gardant le contrôle sur la souveraineté toujours, ou bien c'est typiquement un problème par rapport à cette question de souveraineté? Merci, non, c'est une bonne question. Alors, je laisserai Guillaume répondre sur le cas de l'entreprise allemande de cyber que je maîtrise moins. Sur la partie Advanced Computing d'Atos, là, typiquement, c'est une décision de l'État. C'est une décision récente, hein, ça date Récente. d'hier. Hein, voilà. Si je ne dis pas de bêtises, on avait annoncé le principe il y ouais. a un certain temps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, le conseil d'administration, si je ne me trompe pas, d'Atos a accepté l'offre engageante faite par l'Agence des participations de l'État, hein, qui est l'administration qui porte ce rachat. Et donc, il y a encore évidemment toujours quelques semaines pour finaliser ce genre de transaction. Mais donc, a priori, voilà, l'État va devenir actionnaire à 100% de la partie Advanced Computing d'Atos, donc vraiment celle qui est intégrateur de supercalculateurs et qui fournit le ministère des Armées, qui fournit le ministère de la Recherche et qui aussi fournit une bonne partie des machines Euro-HPC. Donc on voit au niveau européen aussi, il y a cet intérêt en tout cas pour le calcul de performance et pour les offres de Advanced Computing d'Atos. Et donc là, bon, l'action c'est finalement pourquoi l'État est intervenu. Et là je pense qu'on est vraiment, on parlait tout à l'heure des compétences, dans la préservation des compétences. Et effectivement les compétences, c'est une entreprise comme Advanced Computing ou Bull, hein, comme ça existait avant. Et alors évidemment, il y a un outil de production, il y a une usine à Angers, il y a des bureaux d'études, mais surtout c'est des gens, des hommes et des femmes qui sont spécialistes dans des domaines très pointus et qui ont besoin de stabilité au capital de l'entreprise pour pouvoir travailler et fournir ce qu'on attend. Et donc là, clairement, voilà, l'État a choisi d'intervenir parce qu'il y avait plus le choix finalement pour préserver cette capacité. Donc c'est un vrai choix en faveur de la souveraineté. Donc ça c'est le choix de la France. Et de l'autre côté du Rhin, un autre sujet, hein, mais Hornet Security, racheté par un Américain Proofpoint. Juste pour qu'on soit d'accord, vous arrêtez si je me trompe, mais c'est globalement beaucoup de données assez sensibles qui passent d'un coup d'un seul sous le Cloud Act américain. On verra ce qui suit, mais bien sûr, je vais revenir sur ce cas particulier qui évidemment défraie un peu la chronique dans le microcosme. Mais d'abord, pour citer de nouveau une anecdote, il y a assez longtemps, quand j'étais à l'Annecy, j'échangeais avec un gros investisseur français qu'on ne pouvait pas soupçonner de ne pas être en faveur des questions de souveraineté nationale, des choses comme ça. Et je disais, mais pourquoi vous n'allez pas sur le sujet cybersécurité? On voit bien ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer à se développer. En tout cas, les menaces vont continuer à se développer. On voit des entreprises en France qui ont manifestement des belles technos. Pas toutes, hein, on n'est pas au pays des bisounours, mais elles ont un vrai potentiel. Pourquoi vous n'y allez pas? Et sa réponse, qui était bienveillante, mais en même temps provocatrice, c'était de me dire, mais moi, mon intérêt, il est beaucoup plus à aller chercher le prochain Candy Crush. C'était le jeu de l'époque, hein, ça fait un peu vieux déjà, peut-être qu'il joue encore. Je gagnerais beaucoup plus d'argent en détectant le prochain Candy Crush qu'en allant sur la cybersécurité. Alors, c'est sûr que c'est socialement moins utile, quoique, mais en termes de contraintes, en termes de problèmes, en termes de relations complexes avec l'État et avec tout, ça n'a rien à voir. Et ce qu'il avait notamment en tête, c'est un outil qu'on connaît bien, que j'ai utilisé, que j'ai contribué à utiliser, qui continue à être important, c'est celui du contrôle des investissements étrangers en France, ce que parfois on appelle le décret Montebourg, même si ça existait avant, et a juste été renforcé en termes de champ d'application par Montebourg, qui est un outil qui, moi, me semble indispensable, que se donne l'État français pour pouvoir agir en cas d'investissement étranger en France, comme son nom l'indique, de manière à éviter notamment les phénomènes de prédation. Il y a des cas où justement ces contraintes de souveraineté nationale nécessitent que l'État puisse réagir. Mais, vu d'un investisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va sur des sujets sensibles comme la cybersécurité, eh bien, ça veut dire qu'un investisseur, il va rentrer, on en sera ravi, il va contribuer à développer l'entreprise, on en sera ravi, et il voudra sortir à un moment. Et nier ça, quelque part, on peut le nier, enfin on peut le critiquer, mais il ne faut pas après aller se plaindre qu'il n'y a pas assez d'investissement en France.
C'est un tout. Enfin, on ne peut pas adapter les règles comme ça arrange. Et donc, il y avait cette peur, et toujours un peu aujourd'hui parfois, des investisseurs de se dire, mais si je vais là-dedans, est-ce que je pourrais sortir proprement? Parce que le gros problème, quand vous avez une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires et que vous la montez à 10 millions, bah, vous pouvez espérer revendre à des investisseurs français ou européens. De 10 à 100, ça se complique. De 100 à 1 milliard, ouais, allez trouver un investisseur qui met 1 milliard dans une boîte en France. Ça arrive, je pense, ton contrôle. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Ces tickets-là, ils viennent essentiellement d'outre-Atlantique. Donc là, on a un vrai sujet avec ça. Pourquoi Hornet, c'est un cas qui intéresse, qui en même temps fait grincer des dents. Derrière, on a une boîte française qui s'appelle Vadé, enfin qui s'appelait Vadé Secure encore avant, qui a été en conflit pendant des années avec Proofpoint, le méchant américain face aux pauvres petits français. Des années de combat juridique, à l'initiative de Proofpoint, qui attaquait Vadé Secure en contrefaçon et tout ça. Et, bon, je ne suis pas là pour faire la justice, mais c'est quand même un beau cas d'école de ce qu'on appelle le lawfare, l'utilisation de toutes les mécaniques légales, mais pour faire la guerre, lawfare. Ce qui a complexifié la vie de Vadé Secure et probablement son développement pendant des années. Vadé a enfin fini par s'en sortir et, dans le cadre d'un développement assez naturel, se vend à Hornet Security. Des Allemands, fréquentables, bien sous tout rapport. Donc jusque-là, tout va bien. Et puis à un moment, Hornet Security est racheté par Proofpoint. C'est pas parce qu'ils sont allemands. Si Hornet avait été français, ça aurait très bien pu se produire aussi. Donc voilà. Donc ça agace parce qu'après ce combat juridique incroyable, je ne sais pas trop qui a gagné, qui a perdu. En tout cas, au final, tout finit chez Proofpoint, tout finit chez les Américains. Qu'est-ce qui se passe après ? Oui, bien sûr, ça pose des questions de sécurité des données, mais ça va au-delà de ça. Ça veut dire qu'on a perdu plusieurs acteurs de confiance, parce que chez Hornet, il n'y a pas que ça, et ce sont des acteurs sur qui on ne pourra plus compter de la même façon pour différentes applications. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus les utiliser, ça veut dire qu'il y a peut-être plein d'endroits où ça fonctionne encore, où l'analyse de risque, quelque part, face au droit américain ne sera pas problématique, mais il y a d'autres endroits où il va falloir trouver d'autres solutions. Et quelque part, c'est un peu ça, à mon avis, la leçon de ces questions de souveraineté numérique. Si on a une souveraineté qui est trop dure, où c'est l'État ou la nation qui cherche à maîtriser la vie des entreprises, eh ben, elles ne vont pas se développer, ces entreprises. Il ne faudra pas se plaindre. Donc il faut forcément un peu laisser faire. Donc il y a une prise de risque. Donc ça veut dire que, et c'est pas simple, il faut probablement constamment avoir en tête, il faut toujours avoir un plan B. Et alors, il y a des cas où c'est faisable, parce qu'on a la chance d'avoir même des concurrents sur des secteurs identiques en France, en Europe. Et puis, il y a des cas où déjà, quand on en a un, on est content. Donc, c'est là où ça se complique énormément et où il n'y a pas forcément de solution à l'équation. D'accord. Toujours avoir un plan B, Jean-Baptiste ou Oui. Pour renforcer ce que disait Guillaume à l'instant, la problématique qui se pose avec Hornet, mais comme avec d'autres, c'est les problématiques de portabilité de données, de réversibilité, d'interopérabilité, on va en parler juste après qui sont essentielles dans ce cas-là. Et donc, pour aller dans la suite de ce qu'il disait, maintenant, est-ce que j'accepte les conditions contractuelles qui me seront imposées par le propriétaire américain ? Est-ce que j'ai une alternative ? Et c'est ça qui est au cœur de l'autonomie stratégique pour une entreprise, hormis les problématiques évidemment de structuration de l'écosystème qui relèvent de la souveraineté, bien entendu. Mais ce rapport de force avec le fournisseur, j'ai l'impression qu'il s'est complètement effacé. Alors que vous le mettez bien, vous, dans votre tribune sur l'autonomie, la question de la relation avec le fournisseur, elle est essentielle et il faut réussir à équilibrer au mieux ce rapport de force. J'essaye de le schématiser. Je sais que Alain Garnier s'est beaucoup exprimé aussi sur ces questions-là. Comment on fait aujourd'hui pour réussir à remaîtriser, à remettre la question de la relation au fournisseur, ou même tout simplement avoir un interlocuteur avec qui on peut négocier ? Alors là, non. Alors d'abord, il faut reconnaître quelque chose qu'on a l'habitude de râler, mais il faut reconnaître qu'on a un arsenal législatif quand même
qui est de plus en plus efficace, qui est de plus en plus protecteur, qui fait face et qui bouge à une vitesse qui n'est pas évidemment celle de l'industrie ou celle de l'innovation, mais qui malgré tout arrive à faire face à des solutions. Donc on a un ensemble législatif qui nous permet de dire ça ce sont des conditions léonines, ça c'est contraire à tel acte européen, RGPD et autres, etc. Ensuite, il y a peut-être, sans aller jusqu'au rapport de force, il y a la possibilité d'envisager les alternatives. C'est-à-dire bien souvent, on voit arriver, alors on l'a vu récemment dans toutes les suites bureautiques, l'arrivée d'assistantes IA dans les suites bureautiques. Il fallait absolument qu'on prenne ces suites bureautiques parce qu'elles avaient maintenant le nouvel assistant IA. C'est vrai que c'est magique, c'est vrai que ça fait gagner du temps, pas forcément tout le temps, mais enfin ça facilite la rédaction. Mais aussi on a vécu pendant une bonne dizaine d'années avec des suites qui n'avaient pas ces assistants d'IA et bon an mal an on arrivait à s'en sortir. Donc jusqu'à ce qu'on ait des conditions d'assistants d'IA qui soient compatibles avec ce qu'on est capable d'accepter en termes de clauses commerciales, on peut peut-être attendre. Donc le point que je soulignais dans cette tribune effectivement, c'est de dire peut-être pas sauter sur le premier gadget venu ou en tout cas résister au marketing pitch qui font que les acteurs dominants de ce secteur continuent de l'être. Et sur ce point, il y a peut-être un sujet qu'il faut adresser, c'est véritablement la problématique de la suite bureautique. En fait, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais pour moi, c'est vraiment au cœur de notre souveraineté en l'occurrence. Si on n'a pas de moyen de se sortir d'une situation de dépendance et d'archidépendance envers les acteurs américains, tant qu'on n'aura pas de suite bureautique collaborative sur laquelle on est véritablement la main. La DINUM, par exemple, fait beaucoup d'efforts dans cette direction pour mobiliser des acteurs open source en les soutenant moyennement, on va dire, mais enfin en tout cas en contribuant au code, on va dire comme ça, mais financièrement c'est plus compliqué. Mais voilà, il faut qu'on se mobilise tous aussi pour aller chercher des solutions qui ne sont pas forcément celles qu'on a tout de suite sur l'étagère, mais qui sont juste celles de derrière, qui ne sont pas forcément celles qui ont les meilleurs attributs, les plus clinquants et les plus modernes, mais qui font le boulot au quotidien. Et donc, j'encourage tout le monde à regarder des suites alternatives qui ne sont pas forcément d'ailleurs OpenOffice et autres, qui sont des Grist, des Docs, comme l'a dit Mfet, etc. Une parenthèse sur le sujet de la suite. Non, mais tout à fait, ça vient justement avec la suite que j'aimerais discuter avec vous tous. Notamment, c'est vrai qu'il faut un cadrage, on va dire, technico-juridique et qu'on sensibilise bien nos acteurs sur justement cette bonne négociation avec les étrangers et les grands, on va dire, les GAFA. Par contre, dans tout ce système-là, on a les startups également. Ils ont des enjeux, un peu des contraintes assez particulières, des conditions très particulières de fonctionnement. Et donc, ils trouvent des hyperscalers avec des offres très attractives, pertinentes, et ça répond bien à leurs enjeux. Et derrière ça, ils ont des POC, des livrables, des levées de fonds, tout ça. Et donc, justement, j'aimerais bien savoir, selon vous, comment on peut les accompagner pour entrer dans cette voie de souveraineté. Et c'est très compliqué, ça c'est sûr, mais c'est quoi votre première vision par rapport à ça ? Je peux attaquer. La pire des choses, ce serait une sorte de discours un peu moralisateur, en mode vous êtes irresponsable, ou j'allais chez AWS. Je cite AWS parce que c'est vrai que c'est très très attirant. C'est pas bien. C'est la même manière de les tuer quelque part, de les tuer dans l'œuf. Donc ça c'est pas bien. Dans le discours qui est pas simple, je dis pas que j'ai la solution, mais déjà on peut recommander, donc on peut donner que des conseils à des startups, ils sont libres, heureusement d'ailleurs. C'est dès le départ, ayez conscience de vos dépendances. Voilà. En avoir conscience, c'est pas forcément les refuser. Si c'est gratuit aujourd'hui, les fameux crédits et tout ça. Je ne sais pas si c'est à la loi de lutter contre ça d'ailleurs, mais enfin, la loi SREN tente de le faire. On verra l'application qui en sera donnée. Mais après tout, les crédits, promotions et tout ça, pour faire venir les clients, enfin, ce qui est dangereux, c'est le côté un peu toxique que ça peut avoir derrière, mais pourquoi pas. Mais si on consomme ça, si on rentre dans ce jeu-là, je sais que c'est dur, mais c'est quand même bien de toujours regarder un petit peu plus loin, de se dire, voilà, où est-ce que je serai dans 10 ans ? Le contrat que je signe, à quel point j'aurai un problème de réversibilité ou pas. Et en sachant très bien que, notamment pour des startups où il y aura une vraie sensibilité
derrière, ce qui n'est pas le cas de toutes les startups, c'est bien de garder en tête combien ça va coûter, parce que si à un moment cette réversibilité est nécessaire, est-ce qu'elle est faisable techniquement? La réponse est oui, sauf que ce qu'il faut mesurer, c'est tout ce qu'il faudra redévelopper. Voilà, quel coût ça représente, et ainsi de suite. Et ça, si ce n'est pas les boîtes qui le font, ce sont les investisseurs qui le feront de toute manière s'ils font bien leur métier. Il n'y a pas de débat. Attention au contrat. Est-ce que si j'ai des données de manière massive, est-ce que je serais capable de les récupérer? Techniquement, ce n'est pas un problème. D'un point de vue financier, ce n'est pas toujours le cas. Hein. On sait très bien que ces fameux graphistes sont parfois totalement scandaleux, mais ils sont là. Donc c'est tout ça. Donc le conseil, c'est regardez quand même où vous allez. Et puis de l'autre côté, c'est bien joli de critiquer, mais il faut aussi qu'on se mette en mesure de proposer des alternatives. S'il n'y a pas d'alternative, de toute manière, il n'y a pas de question, à mon avis. Ou alors la seule alternative, c'est de rien faire. À nous de proposer, on va rester sur le cloud, il n'y a pas que le cloud évidemment, mais à nous de proposer des solutions de cloud qui soient probablement plus vertueuses en termes de portabilité, en termes de contrat, toutes ces choses-là, en termes de souveraineté évidemment. Et moi, le constat que je fais aujourd'hui, mais je parle sous ton contrôle, c'est qu'on a des solutions. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de solution française, ça ne tient pas la route, française européenne, ceux-là, à mon avis, ont quand même plusieurs épisodes de retard. Donc on a de vraies belles solutions. Donc il y a évidemment tout ce que fait Clever, mais il y a également OVH Cloud, Scaleway, Outscale, Newspot plus récemment. On commence à avoir un catalogue qui sincèrement n'est pas ridicule du tout. Le seul truc qu'il faut admettre, c'est que les catalogues de services ne se comparent pas. Alors là, c'est mon opinion, mais à mon avis, ne se compareront jamais en volume, en profondeur, avec les catalogues américains et chinois. Voilà. J'espère en termes de prix, juste, en termes de prix, on arrive à s'aligner, ou en tout cas les acteurs français arrivent à s'aligner avec ce qui est proposé aujourd'hui? Je ne connais pas de cas, alors, sauf des effets de dumping. Quand c'est gratuit, évidemment, c'est dur d'être moins cher. Mais quand c'est au vrai prix, je n'ai pas l'impression que le prix soit un critère dominant. Ce qui est dominant, c'est la facilité, l'efficacité, la performance, pas se mentir. Tout ça est très performant. Et puis c'est vrai que quand on a une startup qu'on doit aller très vite au début, il y a des tas de services probablement qui sont dans les catalogues des GAFAM qui permettent de gagner du temps. Et c'est un moment où gagner du temps, c'est essentiel. C'est vital, absolument vital. Avec un peu plus d'ancienneté, de maturité, en fait, on se rend compte que les services qui sont réellement nécessaires, il n'y en a pas 300. Je vais prendre l'exemple de Newspot que je suis de près. Quand on a fait le tour au départ, quand on construisait le business plan et tout ça de Newspot, on allait voir y compris nos propres besoins internes, les besoins de la Poste, les besoins de la Caisse des dépôts, voilà, notre écosystème très proche. On allait voir les DSI, tous ces gens-là, il y en a plein. C'est gigantesque. C'est plusieurs milliards de dépenses par an, donc il y a une vraie assise. Et on a dit, mais qu'est-ce que vous utilisez pour de vrai comme service? Bon ben voilà, avec les deux mains, ça passe. Objectivement. Et donc, là où on peut faire de la souveraineté, pour des endroits où on veut de la souveraineté, où on veut maîtriser, le but, c'est pas de copier ce que font les GAFAM, le but, c'est d'avoir une réponse qui répond aux besoins. Je ne sais pas si on en parle après ou pas, mais pour reprendre un sujet qui fait beaucoup de polémique, continue à faire polémique, qui est le HDH, le FData Hub, qui est chez Microsoft. Tout ça a été décidé il y a plusieurs années, faut pas réécrire l'histoire non plus. On nous demande toujours, mais est-ce que vous avez le même catalogue que Microsoft? La réponse est non. La bonne question, c'est est-ce que vous avez un catalogue qui permet de répondre à une application comme le FData Hub? Et là, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la réponse est oui. Aujourd'hui, on répond aux briefs posés il y a 5 ans par les équipes du FData Hub. Je pense. Ouais. Et si il y a 5 ans, la question avait été non pas qui c'est qui est dispo, mais qui pourrait l'être d'ici 1 an pour avoir les bons services, et ben en fait, on aurait gagné énormément de temps. Là où en voulant gagner du temps à l'époque, au final, on a perdu des années. Jean-Baptiste, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Pas de débat là-dessus. Peut-être pour ajouter un peu de couleur à ça, la problématique de la formation aussi, qui est assez mal adressée par les opérateurs du cloud français en général. Comment on travaille avec les écoles, comment on participe à la formation de nos jeunes ingénieurs pour leur montrer justement ce que Guillaume expliquait, que les technologies, elles n'ont pas forcément de nationalité en l'occurrence, qu'un stockage objet chez Microsoft, chez Amazon, chez Clever ou chez OVH, c'est la même chose. Premier point. Deuxième point, on voit quand même récemment, depuis 18 mois on va dire,
une vraie demande de la part de nos clients pour des solutions françaises, non pas parce qu'elles sont françaises en soi, mais parce qu'ils veulent participer aussi au renforcement d'un écosystème sur lequel ils savent pouvoir s'appuyer ou ils vont devoir s'appuyer. Donc on a une espèce de prise de conscience quand même qui est intéressante. Ajouter à cela un concept assez récent dans les entreprises aussi, qui est l'hybridation. C'est-à-dire de ne pas pouvoir mettre tous les œufs dans le même panier. Donc il y a des choses que je peux faire chez Amazon, d'autres que je peux faire chez OVH, chez Clever, chez Numpot, etc. De prise de conscience de la complexité de l'architecture à laquelle on a à faire face. Et de dire finalement je n'ai pas forcément besoin d'avoir tout chez Microsoft et c'est pas beaucoup plus compliqué finalement et je regagne de l'autonomie stratégique si je suis capable de gérer ou de séparer les activités ici ou là, et le paroxysme étant Secnum Cloud et HDS pour certains cas d'usage spécifiques soit qui relèvent de l'État, soit qui relèvent de conditions de confidentialité particulières. Très clair, merci. J'aimerais bien qu'on reste encore un petit moment sur la question des startups ou du côté des startups. Moi, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit, Adrien, sur le côté la souveraineté, dont en fin de compte est un levier de compétitivité pour les entreprises innovantes et qu'on ne doit pas arriver en disant j'ai un projet hyper souverain ou vous vous en méfiez. Et la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même, in fine, une forme de contradiction ou de paradoxe entre, d'un côté, une stratégie France 2030 qui vise à faire émerger des leaders mondiaux qui doivent adresser des marchés qui, par essence, sont globaux, qui vont chercher des investissements ou des capacités d'investissement privés en dehors de l'Europe, parce qu'effectivement, à un certain moment, on atteint des effets plateaux, des effets de seuil, etc. Donc, entre cette stratégie-là, très France 2030, et de l'autre côté, effectivement, une volonté de respecter des principes de souveraineté technologique, de construire un écosystème qui soit plus souvent. Est-ce qu'il n'y a pas, sinon, un paradoxe, au moins une dissonance? Je ne crois pas qu'il y ait fondamentalement de paradoxe. Alors, France 2030, ça ne soutient pas que des startups pour clarifier. Donc, si certains l'ignorent encore, c'est ce grand plan d'investissement de 54 milliards d'euros qui s'inscrit dans une variété de domaines. Il y a 10 grands objectifs qui ont été définis et puis 5 grands leviers. Le numérique, c'est un des grands leviers. Et donc, au sein du levier numérique, on a plusieurs stratégies, cloud, IA, 5G réseau du futur, cybersécurité, évidemment, quantique, numérique éco-responsable. J'espère que je suis à 6. Sinon, mes collègues coordinateurs me pardonneront. Hydrogène, je ne sais pas si c'est encore... c'est pas dans le numérique, ça. Mais effectivement, il y a évidemment la partie transition écologique qui est fortement adressée dans France 2030. Et donc, on peut soutenir évidemment des startups, mais aussi des PME, voire dans certains cas des grands groupes, pour les aider principalement à lever des verrous technologiques pour derrière justement pouvoir adresser ces marchés et être véritablement compétitifs. Si on se pose la question des startups, comme le disait Guillaume, une startup, sa première préoccupation numéro 1, c'est ne pas mourir demain, c'est survivre. Et donc, forcément, ils font ce qui, chaque jour, leur a l'air leur permettant de survivre le plus longtemps possible jusqu'au prochain coup, jusqu'à ne plus être vraiment une start-up, mais au moins une scale-up, et être en train d'engranger des parts de marché et de voir un peu plus long terme. Et donc, en fait, toutes les startups, elles contribuent à leur manière à la souveraineté, alors numérique, en l'espèce du numérique, mais pas forcément, au sens où elles développent des compétences, elles développent des marchés, etc. Si c'est chez AWS, tant pis. Moi, à titre personnel, je préfère que ce soit chez Scaleway ou Clever ou DocaPost, mais si elle se développe chez AWS, si demain ça devient un géant mondial du SaaS dans un domaine ou un autre, il sera toujours temps à ce moment-là de leur dire, et vous savez quoi, sur la zone Europe, vous pourriez peut-être prendre un fournisseur cloud européen, et quand c'est une structure qui aura grandi, en fait, ça aura beaucoup plus de sens pour eux à ce moment-là aussi de faire ce mouvement-là. Et comme le disait Guillaume, elles le feront d'autant plus facilement qu'au cours de leur croissance, elles auront réfléchi et elles auront utilisé intelligemment les fournisseurs cloud non européens, on va dire, pour minimiser justement leur dépendance. Et en fait, il y a des manières d'utiliser AWS où on peut aller utiliser tous les trucs disponibles, y compris les trucs très spécifiques à AWS. Et à ce moment-là, ça va être compliqué le jour où on voudra de changer, ou si AWS décide d'augmenter les prix ou autre. Et à l'inverse, on peut se dire, OK, quels sont les services que AWS propose qui ressemblent beaucoup finalement aux services que quasiment tout le monde propose. Ceux-là, je les utilise à fond parce que je sais que je pourrais changer facilement.
Et sur les autres, par contre, je fais vraiment attention et j'essaye de limiter mes dépendances. Alors, effectivement, ce n'est pas le truc que vous posez à 0 plus 6 mois d'une startup, quoi. Mais c'est le truc que vous pouvez mettre en place petit à petit au fur et à mesure que vous grandissez. Après, évidemment, plus les fournisseurs de cloud français, européens réussissent à accueillir des startups en tant que clients dès le début, bah, mieux c'est pour eux, parce que si ces startups demain elles grandissent et que ça devient des gens, bah, ils vont les tirer. Moi, le retour d'un des fournisseurs que j'ai eu récemment, c'était mais on arrive à signer des startups, et notre problème aujourd'hui, c'est plus signer des startups, c'est au moment du passage de l'échelle française ou européenne à l'échelle mondiale, là il faut un nouveau round de financement, et là on leur dit il faut être chez AWS ou il faut être chez Google. Et ça, on leur dit. Eh ben, les investisseurs, justement, américains. Et je reviens au point que... Il y a cette articulation-là, quand même, entre des investisseurs... Je reviens au point que Guillaume faisait tout à l'heure sur le groupe cyber. Enfin, qu'on parle de souveraineté, de compétitivité ou de développement technologique en général en France et en Europe, l'éléphant dans la pièce, c'est le fait que fondamentalement, les marchés des capitaux européens sont au moins un ordre de grandeur en dessous de ce qu'il y a en dehors de l'Europe. Et donc, ça limite tout ce qu'on peut faire, tout ce que le système privé peut faire, tout ce que l'État peut imaginer comme stratégie de soutien. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on grossit, le faire que sur des capitaux européens, ou même le faire majoritairement sur des capitaux européens, au début, ça va, et plus on avance, c'est compliqué. Si on fait que du soft, ça peut encore passer. Là où ça devient vraiment difficile, les boîtes, les fablesses en électronique, nos startups du quantique dont on est si fiers, plus elles avancent, plus ça va être compliqué de garder des tours de table à majorité européenne, etc. Et Mistral sur l'IA, évidemment. Et donc, ça, c'est le vrai défi central, mais qui ne dépend pas de chaque technologie, qui est fondamentalement, à part continuer à prendre des mesures structurelles qui facilite l'intégration des capitaux, et notamment on en a beaucoup parlé à la suite du rapport Draghi, de se dire mais en fait on a besoin d'un vrai marché européen des capitaux, et aujourd'hui le marché des capitaux est beaucoup trop morcelé entre États membres. Et là on revient en fait à des sujets que moi je ne traite pas du coup au quotidien, qui vont être plutôt abordés par mes collègues par exemple à la Direction Générale du Trésor, mais qui ont l'air très méta et très loin du développement de chaque start-up et de chaque entreprise, mais qui à la fin sont véritablement structurants si on veut petit à petit devenir un pool de capital aussi important que ce que peuvent être les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre. Et ça fait le lien, je reviens, parce qu'on n'a pas répondu à la question sur les investissements dans les data centers et les centres de calcul pour l'IA, et qui me paraît importante. Et effectivement, à titre personnel, depuis peut-être 6-7 mois, je passe beaucoup de temps sur ce sujet des centres de données. Okay. Et j'ai le plaisir et l'honneur de mener finalement la task force qu'on a mis en place sur ce sujet au niveau des administrations en lien avec Business France. Je pense vraiment que cette stratégie est pertinente, y compris au regard de la souveraineté. Parce que, en fait, aujourd'hui, plein d'acteurs du numérique nous disent mais où est-ce qu'on installe les GPU? On a besoin de mégawatts, et quand je dis des mégawatts, je parle de dizaines, de centaines de mégawatts, voire certains acteurs commencent à nous parler en gigawatts. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a des investisseurs, alors américains, c'est vrai, du Golfe, mais aussi canadiens, mais aussi japonais, donc finalement c'est relativement diversifié en matière géographique, qui ont envie d'investir dans des centres de données en France. Évidemment, il y a aussi des investisseurs français, et Clarion en fait partie, donc on les salue. Mais il y a tout cet ensemble d'investisseurs, et à la fin, ce qu'ils vont faire, c'est créer de la capacité en matière de centres de données, c'est-à-dire des espaces raccordés électriquement, réfrigérés, ou alors en direct liquid cooling, mais sécurisés, etc., où on peut installer des serveurs de toutes sortes. Il y en a qui vont faire des choses assez génériques, il y en a qui vont faire des choses spécialisées pour vraiment les clusters de puces dernier cri pour l'entraînement des LLM. Mais dans tous les cas, en fait, on crée de l'offre en matière de data center. Et ça, évidemment, les clients, ça va être en partie les groupes non européens, souvent américains, qui sont aujourd'hui des leaders du marché, mais ça va aussi être tout l'écosystème français, soit des acteurs numériques qui grandissent, soit des entreprises françaises qui veulent faire avoir leur propre serveur. Et donc à la fin, on fait baisser le prix du mètre carré de data center,
Et ça ne peut être que bénéfique pour le développement de l'écosystème européen. Et comme on vient de le dire, on manque de capital. Moi, je préfère que le capital étranger il soit investi au niveau de l'infrastructure, là où finalement ça va être moins sensible, parce qu'on peut encore remettre pas mal de protection derrière, dans des choses qui sont sur une rentabilité espérée plutôt de long terme, et que le capital européen, qui est si rare, on investisse plutôt dans les choses à haute valeur ajoutée technologique, avec plus de prise de risque, et où la maîtrise de l'information sera encore plus critique. Et donc, voilà, je pense que cette stratégie, même si de loin elle peut apparaître paradoxale, elle est en réalité très cohérente. Et ce que j'aime bien dire, c'est que Octave Klaba a fait des posts LinkedIn après le Sommeil en expliquant à quel point ce qu'on faisait était bien, alors que OVH Group lui-même n'était pas concerné, n'allait pas en bénéficier directement. Et donc, c'est facile de faire parler les absents, mais comme c'est de l'écrit, vous pouvez aller voir. Et donc, voilà, je pense vraiment que cette stratégie, elle a du sens. Et là, lors de Choose France 2025, du coup, voilà, il y a eu des premières annonces un peu de concrétisation des 109 milliards qui avaient été annoncés. Hein. C'est des annonces d'intention d'investissement. Il faut prendre pas mal de pincettes quand même autour de ces 109 milliards. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a élargi la liste des sites qu'on travaille en amont avec tout l'échelon territorial à 63 sites propices pour installer des centres de données. Et au début, on s'était concentré sur des sites très gros. Et là, on est passé à des sites, il y a toujours des très gros sites pour des projets, on va dire, de l'ordre de 500 MW à 1 gigawatt, une dizaine, une vingtaine de sites pour des projets intermédiaires entre 50 et 250 MW, et une trentaine de sites pour des projets en dessous de 50 MW. Et en fait, c'est aussi des puissances qui sont plus accessibles aussi à des projets menés par des acteurs français du numérique qui auraient envie d'avoir leur propre centre de données. Et pour le coup, toute cette démarche qu'on fait de faciliter finalement la démarche de recherche foncière, bah, si on regarde Microsoft ou AWS, bon, rassurez-vous, hein, ils ont l'argent pour payer des gens pour être dans toute la France chercher des terrains. Les acteurs du numérique européen, moins. Et donc, je pense que cette démarche qu'on fait par ailleurs, en fait, on vient faire le level playing field aussi dans ce domaine-là de la recherche foncière et de l'identification de terrain entre les très grands acteurs internationaux et les acteurs plus modestes français et européens. Très clair, merci pour cet éclairage, parce qu'effectivement, on n'était pas allé jusqu'au bout de cette question. Moi, j'aimerais revenir aussi auprès de vous, Guillaume, sur voilà, quand on a préparé cet entretien, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'approche très pragmatique que vous avez mis en avant. On a déjà parlé de capacité à bien identifier les core services dont je vais avoir besoin dans mon offre cloud, et je me rends compte qu'au final, j'en ai 10 grand max qui vont m'être nécessaires. Puis vous avez pas mal aussi évoqué la question des usages, dont on a peu parlé jusqu'à maintenant. Et puis une autre question à bien se poser, qui est celui du niveau de sensibilité, voire de criticité des données que je vais devoir utiliser. Est-ce que c'est ça la secret sauce de Capost, cette approche très, en fin de compte, pragmatique sur à la fois les services, les usages que l'on veut adresser, les données que l'on va traiter? DocaPost appartient à la Poste, appartient indirectement à l'État. Enfin, c'est de l'argent public, mais ça reste un industriel. Et quelque part, on n'est pas là pour faire de la philosophie, avec tout le respect que j'ai pour la philosophie. Le but, c'est bien de proposer des produits, des services, de l'expertise qui a une vraie valeur et qui va intéresser nos clients. Donc le pragmatisme, il est obligatoire. Moi, je le retrouve bien. Enfin, je suis assez content de jouer là-dedans. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, le pragmatisme? Ça veut dire que nous, le fait de faire une offre souveraine, d'abord, vu notre positionnement dans l'écosystème industriel, ça nous est assez facile, ça nous est assez naturel. Donc forcément, surtout en ce moment, on appuie là-dessus. Enfin, c'est peut-être une autre forme de pragmatisme, mais enfin, c'est assez naturel. Parce que quelque part, on fait de la souveraineté comme M. Jourdain fait de la prose. Et c'est plus une prise de conscience interne, finalement, de cette force, qui n'était pas forcément perçue comme une force il y a 10 ans, et qui aujourd'hui voilà, nous positionne assez bien. Après, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Sur des sujets comme le cloud, voilà, on va s'allier avec
la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, avec Bouygues Télécom, avec Dassault Systèmes, et on va faire du NewSpot. Ça, c'est une forme de pragmatisme. Il y a un risque aussi derrière ça, c'est un investissement, mais quand on fait du NewSpot, pour révéler les grands secrets, on n'investit pas des milliards. On investit des millions, mais pas des milliards. Donc on peut. Voilà. C'est à notre taille, ces choses-là. Et c'est quoi NewSpot? C'est pas quelque chose qui est là pour virer les autres clouders français ou européens, et encore moins virer les clouders non européens. Mais c'est une solution complémentaire qui va apporter des solutions qui vont avoir un sens pour des clients qui ont des besoins de sécurité, des besoins réglementaires, qui ont fait leur analyse. Des choses qui peuvent très bien s'hybrider. Je pense que c'est très important de garder en tête qu'aujourd'hui, ceux qui s'imaginent que l'informatique se résume à choisir un clouder, ceux-là, ils ont probablement complètement perdu le fil des choses. Au contraire, ceux qui sont chez un seul, à mon avis, ils ont des soucis à se faire, même d'un point de vue purement financier. Et donc voilà, c'est ça notre rôle, c'est de construire ce genre de solutions qui vont rentrer dans une sorte de puzzle global pour répondre à des besoins. Sur un autre domaine comme l'IA, dont on a encore peu parlé, mais qui est aujourd'hui vraiment le sujet dont tout le monde parle. Et, bon, il y a un côté buzz, mais c'est aussi quelque chose, il se passe quelque chose, hein, je ne vous révèle rien. Sur l'IA, parfois il y a des discussions, y compris en interne, genre, mais est-ce qu'on est un acteur de l'IA? Alors c'est quoi un acteur de l'IA? Alors bien sûr, il y a des acteurs dominants, et puis dans l'IA générative, il y a ceux qui font les modèles. Voilà. Donc ceux qui sont prêts à investir des milliards pour générer d'un côté des modèles et de l'autre côté de la chaleur. C'est ça aujourd'hui le jeu. Et typiquement Mistral, on est ravis d'avoir Mistral. Si dans la préparation du sommet de l'IA, les Américains nous parlaient encore, c'est probablement parce qu'il y avait Mistral. Donc c'est très bien d'avoir des acteurs comme ça. Puis on verra comment ça évoluera. Mais il ne faut pas réduire l'IA à quelques acteurs comme ça capables de faire de très gros investissements et d'aller sur le côté un peu deep tech. Nous, qu'est-ce qu'on fait en IA? Je vais vous révéler un secret, on ne fait pas de modèle. Voilà. On n'a pas vocation à faire ça. Par contre, on a la prétention de faire un petit peu tout le reste, c'est-à-dire comprendre comment tout ça fonctionne, être capable d'aller chercher les bons modèles, et puis les bons modèles d'aujourd'hui ne sont pas les bons modèles de demain. Hein, c'est des choses qui peuvent tourner. Ça peut changer très très vite. Hein, ceux qui peuvent me dire où est-ce qu'on en sera dans 10 ans, je les admire et je leur promets d'être milliardaire. Je leur promets surtout probablement de se tromper, parce que c'est très très dur à la vitesse à laquelle ça va. Et donc, comprendre ces technologies, comprendre les besoins de nos clients, et être capable ensuite d'intégrer ça, d'avoir une pile complète, dont on parlait au tout départ, qui répondent à ceux qui ont une volonté de maîtrise de bout en bout, une volonté de souveraineté, parce qu'il y a des domaines où ça nous semble totalement incontournable. Je vous prends un exemple qu'on met beaucoup en avant, qui est le premier qu'on a vraiment développé, pour être franc. Et ce n'était pas il y a 50 ans, hein, c'était il y a 2 ans. Dans le secteur de la santé, quand ChatGPT est arrivé, c'est un domaine où on travaillait à peu près avec un tiers des CHU français. Voilà, on équipe un tiers des CHU français avec tout ce qui est numérique, pour la faire courte. Donc on les connaît bien, et on connaît, y compris on a une discussion de proximité, ce qui fait qu'on connaît à la fois leurs souffrances et leurs espérances, d'un point de vue numérique. Et immédiatement, ils nous ont dit, mais c'est génial ce truc-là. D'ailleurs, j'ai essayé chez moi, j'envoie le dossier d'un patient, je lui demande le résumé, il me le renvoie, c'est nickel. Est-ce que vous pouvez développer ça et l'automatiser chez nous? La réponse, elle est ambiguë. Est-ce qu'on va faire ça? Non, on ne va pas faire ça parce que ce n'est pas une voie d'avenir. Voilà. Les dossiers médicaux qui partent aux US et tout, on sent bien qu'à un moment, ça va choquer quelqu'un. En tout cas, je l'espère. Donc, ce n'est pas une voie d'avenir. Mais est-ce qu'on est capable de fournir exactement le même service avec une maîtrise de bout en bout de la donnée? C'est-à-dire qu'à aucun moment, on est en infraction avec le RGPD ou même avec des choses plus évoluées, le HDS évidemment, et toutes les normes, y compris celles qu'on peut s'imposer encore au-dessus. La réponse est oui, on sait faire. Et donc c'est ça qu'on a intégré, avec comme difficulté qui est un peu frustrante, on n'est pas là pour faire le LLM, et le LLM il va changer. Bon, en ce moment c'est Mistral. Voilà. On s'appuie sur des infrastructures de confiance. Ces infrastructures, c'est NumSpot, qui travaille avec Outscale. Il y a des GPU chez Outscale, et ça fonctionne. N'en déplaise à ceux qui nous avaient prédit qu'on ne saurait pas faire ça en Europe. Et il y en a assez, contrairement à ce qu'on entend parfois. Oui, mais il n'y en a pas assez. Mais c'est pas vrai. Enfin, je pense même qu'il y en a qui vont se faire des soucis parce qu'ils en ont acheté trop. Mais ça, on verra. Je ne l'en souhaite pas. Et puis après, on intègre ça dans des vrais systèmes. Et j'insiste là-dessus. Faire ce que je vous ai décrit, je prends le dossier d'un patient et j'en fais un résumé. Une start-up veut faire ça, elle le fera sans problème. En tout cas, elle fera un POC.
ou bien elle mettra ça sur un PC portable, déconnecté du reste. Là où ça va être compliqué pour elle, et ce n'est pas sa faute, c'est comment faire pour intégrer ça dans l'existant, avec du legacy, avec des choses qui sont parfois très anciennes, avec des entrepôts de données de santé qui sont parfois dans des formats improbables, différents d'un hôpital à l'autre. Enfin, voilà. Donc comment est-ce qu'on va rentrer dans cet existant numérique, qui n'est pas que moderne, pour qu'in fine, tout ça soit masqué, soit efficace, soit performant. Si ce n'est pas performant, ça ne sert à rien. Si ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Là, je reviens. Enfin, être juste souverain, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut être performant et en plus souverain quand c'est demandé. Et pour rendre le service et s'intégrer à la vie du médecin, sur son PC habituel, sur sa console habituelle, sur son logiciel habituel, sauf qu'il a des fonctionnalités qui arrivent en plus, au top niveau, qui vont continuer à évoluer. Donc voilà, je suis un peu long dans mon exemple, mais il illustre ce que nous on sait faire, mais ce n'est pas parce qu'on est plus fort que les autres, ce que plein de gens savent faire en France et en Europe, qui sont une démarche véritablement de souveraineté, qui ne s'arrête pas au fait de « ah oui, mais je ne sais pas générer un LLM parce que je n'ai pas des milliards à cramer ». Mais ce n'est pas grave, fondamentalement. Par contre, tout le reste, il y a moyen de le faire. Et c'est là où il faut vraiment encourager l'industrie française européenne à aller dans ces voies-là et encourager nos clients, nos bénéficiaires, dans la voie où de ne pas se laisser enfumer par des lobbying ou du marketing qui est bien fait, et on ne peut même pas en vouloir à ceux qui le font, mais pour bien leur faire comprendre que le savoir-faire pour faire tout ça, je suis absolument persuadé qu'on en dispose, et pas que chez DocaPost. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous, et justement avec une stratégie collective, ça va me faire penser à l'open source, au monde libre, mais ce n'est pas hors cadre, hein, c'est open source, mais il y a toujours un cadrage sur ça. Nous, au Cap Digital, on connaît déjà cette question pour avoir opéré le programme Hyper OpenX. Et donc, justement, ça peut être et là je m'adresse à vous, Guillaume et Jean-Baptiste, pour savoir est-ce que, selon vous, l'open source peut être vraiment, on ne va pas dire casser carrément la dépendance, ou au moins contribuer à diminuer les verrous de dépendance technologique. Et au-delà de ça, on peut se poser des questions, enfin les points critiques de l'open source en termes d'interopérabilité, de partage de données, de la transparence des algorithmes derrière. Est-ce que pour vous, c'est quand même une piste pour avancer sur cette approche collective? C'est toi l'expert, donc je donne juste une anecdote et puis je te laisse répondre. Je disais NewSpot, c'est des millions et pas des milliards, et ça, c'est grâce à l'open source. Parce qu'aujourd'hui, alors il y a 10 ans, c'était plus compliqué pour vraiment. Aujourd'hui, quand on sait, et il faut savoir le faire par contre, hein, c'est pas magique. Enfin, je trahis pas un secret. Les compétences dont on parlait tout à l'heure. Ça a un coût, l'open source, il faut des compétences, c'est absolument clé. Il faut une rigueur probablement bien supérieure qu'avec d'autres solutions. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en termes de maîtrise, en termes de souveraineté et en même temps en termes d'accélérateur, c'est juste incroyable. Et donc si on sait faire NewSpot, c'est parce qu'il y a l'open source. Il n'y a pas que ça, il faut aussi un peu d'argent et quelques personnes avec la tête bien faite, probablement des coopérations aussi à côté, mais l'open source est vraiment un facteur clé. Alors là, clairement, si on parle de souveraineté, là, pour le coup, l'open source, c'est pas du tout souverain. En fait, c'est mondial. Vous mettez votre code, tout le monde y contribue, qu'il soit japonais, javanais, australien ou américain, voire même français. Eh bien, voilà, il contribue. Et donc, il n'y a pas de notion ici de souveraineté dans l'open source. Et pourtant, ce sont des éléments qui sont absolument critiques. On parle du système d'exploitation le plus répandu au monde, Linux en l'occurrence, qui est fondamentalement open source et jalousement défendu comme étant un outil open source. Donc c'est vraiment essentiel. On voit arriver une accélération de l'IA en particulier depuis peut-être l'open sourçage un peu fortuit de Meta avec Llama, mais en tout cas, depuis que c'est ouvert, eh bien, tout d'un coup, la boîte de Pandore, tout le monde a dû se positionner par rapport à ça, et on a observé une accélération hyperbolique, hein, littéralement, des performances des modèles depuis cet événement. C'est absolument fondamental. Mais effectivement, l'open source, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas parce que c'est un code que l'on peut utiliser et ne pas payer de licence pour l'utiliser, encore que c'est gratuit. Là, en l'occurrence, on parlait de VMware tout à l'heure. On a un acteur français, il s'appelle Vates, qui fait une alternative, presque un drop-in replacement de VMware. Et ces gens-là, ils utilisent des stacks, une pile open source d'hyperviseurs et
de stockage, donc, en fait, de ce qu'on appelle de l'hyperconvergence, enfin bon, voilà, du stockage et du calcul. Ces gens-là, ils vivent en fait de quoi? Ils vivent de services en fait. C'est-à-dire qu'ils maintiennent la pile, ils vous distribuent un package open source qui est sécurisé, qui est correctement maintenu, et qui vous garantit une migration, une certaine sécurité. Donc il y a du service à côté, à l'opposé finalement d'une vente de licence et d'une boîte noire dans laquelle on n'a aucune maîtrise. Ce qui veut dire aussi que vous, en tant que client de ces gens-là, vous leur dites bah, écoutez, je ne suis pas satisfait du service, je vais peut-être m'adresser à quelqu'un d'autre qui va pouvoir me proposer un service comparable sur la même base de code. Donc on fait jouer à fond cette dépendance, ces niveaux de flexibilité que peuvent reprendre les entreprises. Et donc Vates ou comme un autre pourrait très bien prendre le relais dans ces situations. Donc on voit bien comment l'open source ici intervient. Et ça s'applique aussi jusque dans les CPU. On a parlé de chips, on est passé rapidement, mais la stratégie européenne, c'est d'aller clairement vers du RISC-V, c'est-à-dire des processeurs qui sont à architecture ouverte et sur lesquels les licences ont été réduites au minimum pour pouvoir faciliter l'intégration et donc de développer des modèles industriels qui ne sont plus dépendants d'une technologie brevetée, mais qui au contraire peut être développé et étendu. Cypern en France, par exemple, est un champion dans ce domaine. Donc on a véritablement des outils. Et donc pour la France en particulier, on a une culture open source depuis longtemps. Alors voilà, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais à l'époque de Mozilla et même avant, voilà, on avait des contributeurs, des communautés de contributeurs extrêmement actives, reconnues mondialement. Et donc on a un véritable atout ici. J'en reviens à la formation aussi. Il faut que l'open source soit correctement enseigné, merci, enseigné dans les écoles. C'est pas uniquement utiliser du code open source, c'est comment on contribue, c'est comment on s'intègre dans une communauté, comment on participe, accepter le regard critique du reviewer du code pour pouvoir avancer et pas se dire bah tiens, je n'ai rien à faire, je fork comme on dit, je prends le code dans mon coin. Bah non, en fait, je me retrouve tout seul avec mon code que personne va pouvoir m'aider à débugger si jamais il pose un problème. Donc ce travail collectif en fait est assez vertueux et amène à de grandes innovations et des accélérateurs incroyables. Très clair, merci beaucoup. Je m'en serais voulu si on n'avait pas abordé quand même cette question sous un angle aussi un peu business, parce que ce qui est quand même beaucoup revenu aussi dans tous ces débats sur la souveraineté numérique, c'est la question de la préférence française et européenne pour les achats dans le monde de la tech. Donc on l'a dit, 264 milliards de déficit, entre guillemets, ou en tout cas le coût de la dépendance de l'Europe aux acteurs tech US. Ça représente 2 millions d'emplois quand même. Faut donner aussi ça. Voilà, 2 millions d'emplois directs et indirects aux États-Unis, c'est quand même assez colossal. Le SIGGRAPH, donc, qui a commandé cette étude, va plus loin parce qu'il pose des scénarios de rattrapage avec 5% des dépenses qu'on pourrait rattraper assez rapidement, puis 10% à horizon 2030, 15% en 2035. Moi, j'ai deux questions là-dessus. C'est plutôt pour vous, Jean-Baptiste et Guillaume, est-ce que vous sentez un frémissement de ce côté-là? Est-ce qu'il y a plus d'achats, que ce soit plutôt du côté du public ou du privé? Et deux, est-ce que les pistes posées par le SIGGRAPH vous semblent jouables? Et si oui, à quelles conditions dans les grandes lignes? Il y a un phénomène dans les achats, il y a une sorte de malédiction qui s'explique très très bien, c'est que si on se place uniquement au niveau des acheteurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, c'est encore pire dans le public, mais bon. Un acheteur, il va avoir tendance, il y a un instinct grégaire chez les acheteurs. C'est un peu péjoratif dit comme ça, mais c'est assez naturel en même temps. Et si je devais pousser la critique jusqu'au bout, c'est des domaines où parfois l'intérêt, il est plus de se tromper avec les autres que d'avoir raison tout seul. Ça, c'est un vrai problème pour les achats. J'étais la semaine dernière, il y a une commission d'enquête en ce moment sur l'achat public qui justement cherche à détricoter ces mécanismes qui font qu'aujourd'hui il y a un impact sur la souveraineté qui est majeur, notamment dans le domaine numérique. Eh bien, ce qui en ressort, l'échange était passionnant, mais ce qui en ressort, c'est un problème probablement de formation et d'outils pour ces acheteurs. En tout cas, c'est certain, c'est qu'il ne faut pas en faire des responsables. Ce serait trop facile. Et puis surtout, derrière les acheteurs qui sont finalement les exécutants, il y a les règles qui s'appliquent, avec tout un débat sur le code des marchés publics. Mon expérience à l'ANSSI est qu'à chaque fois qu'on nous a dit c'est la faute des marchés publics et qu'on a mené l'analyse juridique jusqu'au bout avec les bonnes personnes, eh bien, la conclusion était que ce n'était pas le code qui avait un problème, c'était plutôt son application. Grand débat.
Mais voilà, je vous dis juste qu'à chaque fois qu'on a fait l'exercice, et on l'a fait plusieurs fois, ça a été la conclusion qui n'était pas une sorte de compromis, qui était vraiment que... Mais voilà, entre le code et ses usages, c'est là où il y a une vraie différence. Et puis surtout, si on veut être un peu piquant, le problème, ce n'est pas les acheteurs, je disais, ce sont des exécutants, les acheteurs. Le problème, ce sont les directives données par les chefs, dans le public comme dans le privé. Tant que les chefs n'ont pas une parole forte pour dire « moi, je veux une vraie analyse de risque, je veux une démarche de souveraineté quand c'est nécessaire, je veux qu'on ait une proportion d'achats français ou européens ». Pourquoi ce seraient les acheteurs qui, d'initiative, se mettraient à faire ça d'eux-mêmes? Donc c'est vraiment des boucs émissaires dans cette affaire-là. Et donc il faut faire remonter cette question-là. Et là, c'est à chacun de faire un peu son examen de conscience, hein, dans le public comme dans le privé. Est-ce que les décideurs publics ont suffisamment pris conscience et pris leurs responsabilités dans ces domaines-là? En général, la réponse est non. Est-ce que les décideurs privés, même question, là c'est très souvent non. Sachant que pour certains d'entre eux, notamment ceux qui sont multinationaux, c'est évidemment encore pire. Voilà, parce qu'il faut soit accepter de faire de la dentelle, enfin des solutions différentes en fonction des zones géographiques, enfin ce qui était un peu dit tout à l'heure. Voilà, c'est encore plus complexe. Mais quelles que soient les complexités que l'on peut mettre en avant, je pense que la prise de conscience sur ces questions de souveraineté, notamment dans le domaine numérique, pas seulement, mais en particulier dans le domaine numérique, elles sont quand même très récentes. Elles sont aujourd'hui un peu forcées par le contexte géopolitique. Mais dans le lot, il y a des gens que je sens honnêtes et d'autres qui sont juste là, on se dit on va bien tenir 2-3 ans comme ça et puis ça repartira comme avant. Bref, il y a vraiment cette question, est-ce qu'il y a une vraie volonté des décideurs, publics et privés, d'avoir cette maîtrise? Ou bien est-ce que soit il y a un renoncement, soit il y a une volonté finalement de maximiser les gains à court terme? Et si c'est le cas, il ne se passera rien. C'est à peu près évident. Oui, alors moi j'ai contribué à la rédaction d'un manifeste qui s'appelle Eurostack, vous avez peut-être entendu parler, qui est sorti il y a quelques semaines. Il y a plein de choses plein de recommandations. Globalement, on s'attaquait à l'inertie de la Commission sur la dynamisation du marché du numérique en particulier. Et 2 points qui sont saillants et qui vont bien dans cette conversation ce soir. Le premier, c'est l'absolue nécessité de développer un Small Business Act, c'est-à-dire d'acheter dans des petites entreprises ou des moyennes entreprises. Et il faut que ce soit fait dans une logique qui facilite le code des marchés, en particulier, pour que parmi ces 264 milliards, ces 1000 milliards, que sais-je, mais il y en ait 5-10% qui soient réservés à des petites et moyennes entreprises pour pouvoir faciliter, parce que c'est d'elles que provient l'innovation. Quand on parle d'un Vade qui a été racheté par Ornet, puis par un plus gros, eh bien, l'innovation elle venait d'une petite boîte française. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut dynamiser, c'est ces gens-là qu'il faut soutenir. Et la deuxième chose, dans cet appel, c'était, ça m'échappe, oui, c'était de réserver une partie du budget à des solutions européennes, en l'occurrence. C'est un peu la même logique, mais cette fois-ci, de considérer qu'on a des entreprises, alors là, pour le coup, qu'on définit comme souveraines par essentiellement la majorité de leur capital. Est-ce qu'ils appartiennent en majorité ou est-ce que leur maison mère est européenne, peu importe d'où elles viennent, pour que, en priorité, ou en tout cas dans une partie identifiée, je crois qu'on a fixé 20%, donc c'est pas non plus absolutiste, de réserver certaines parts de marché à des entreprises européennes, justement pour éviter l'effet de monopole dans lequel on se trouve aujourd'hui. On a 3 hyperscalers qui contrôlent 80% du marché, 70%, peu importe comment on les calcule. En tout cas, pas une situation qui permet l'émergence d'acteurs qui permettent d'équilibrer la situation. Donc il faut vraiment qu'au niveau, là pour le coup, pas uniquement français, même s'il y a des initiatives qui sont faites, on est contraint, etc., mais au niveau européen, qu'il y ait des décisions qui soient prises, et dans une certaine urgence, parce que, en l'occurrence, on n'a pas beaucoup de temps. Et on me souffle dans l'oreillette que manifestement Cap Digital a également soutenu ce manifeste. Lumna.
Oui, donc justement, on constate qu'il faut une articulation entre le côté opérationnel, technico-scientifique, on va dire, et le côté stratégique. Et là, je reviens vers vous, Adrien, notamment pour vous demander votre avis sur le rôle du comité stratégique de la filière numérique. Quel rôle elle peut jouer justement pour renforcer ou assurer ce numérique de confiance qui nous représente et qui répond à nos valeurs? Merci. Ouais. Peut-être juste avant de répondre sur la question de la souveraineté et de la commande publique, je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet dont on est convaincu à l'ADGE depuis des années, qu'on cherche à travailler, et on peut faire en réalité beaucoup de choses dans le respect du Code des marchés publics. Si voilà, on essaie d'estimer en fait comment on fait pour passer des achats, ce qui bloque pas les petits offreurs, qui font pas plein. Enfin, il y a plein de mauvaises habitudes en fait qui sont prises, dont il faut se secouer pour se départir. Et puis effectivement, c'est une question à la fin qu'il faut poser au niveau européen, puisqu'on est dans un marché unique gouverné par des règles au niveau européen. Et donc, je pense que la vraie réponse de ce point de vue-là, elle est au niveau européen. Pour autant, on n'est pas resté les bras croisés en France. Et en tant que coordinateur cloud, je ne peux pas ne pas rappeler qu'on a cette doctrine cloud au centre, animée par qui est une circulaire du Premier ministre, animée par la DINUM, qui dit déjà l'État va concevoir ces nouveaux projets informatiques, ces nouvelles applications dans le cloud, sauf des exceptions, mais fondamentalement dans le cloud, et en tire les conséquences en termes d'organisation, mais aussi de formation, etc., de ces agents. Donc c'est une vraie transformation culturelle qui a lieu dans les différentes DSI des administrations et des établissements publics. Et deuxièmement, dans certains cas, s'il y a des données particulièrement sensibles, il faudra avoir un recours à du cloud de confiance, donc soit des clouds internes de l'État, soit des clouds commerciaux qualifiés SecNumCloud. Et la DINUM tient depuis quelques années un événement qui s'appelle l'État dans le nuage, que je vous recommande au passage, et qui avait lieu le 18 mars dernier. Et ils ont fait un peu le bilan de où ils en étaient. Et ce qui, sur le marché, donc ils ont fait en plus d'une doctrine, ils se sont dit, ok, ça c'est la théorie, mais en pratique, ils ont mis en place un marché UGAP, en fait un marché de fourniture, pour dire en fait le cloud, on n'achète pas un produit fini, là on achète un truc qu'on va payer en récurrent, un peu comme de l'électricité finalement. Et donc on a mis en place un marché de fourniture où sont référencés à travers une unique plateforme un peu toutes les fournisseurs de services cloud qui souhaitent l'être finalement, et qui permet aux administrations, dans le respect du Code des marchés publics, de pouvoir commander du cloud sans devoir refaire une procédure de marché à proprement parler. Donc déjà, ça facilite la commande. Et en plus, ça permet de passer cette commande sur la base d'une expression de besoin. Donc on n'est pas dans le subjectif de « ah oui, je ne sais pas trop de quoi j'aurais besoin, donc par défaut, je vais prendre le truc le plus qui couvre tout, comme je ne sais pas ce dont j'ai besoin ». On se force à se poser la question de ses besoins et de ses risques. Et en fonction de ça, l'outil de décision permet de mettre en évidence quelle est la meilleure offre. Et le résultat, aujourd'hui, c'est que, je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais en gros, 2/3 des commandes de l'État qui passent par cette plateforme UGAP vont vers des fournisseurs de cloud européens. Donc, et on a respecté le Code des marchés publics de bout en bout, j'insiste, à la lettre. Donc en fait, on peut faire beaucoup de choses si on s'en donne les moyens. Et d'ailleurs, récemment, Clara Chapaz et deux autres ministres ont renvoyé un courrier à l'ensemble des administrations en disant « attention, cette circulaire, il faut l'appliquer vraiment, et en termes de contraintes budgétaires fortes, les comptables et les responsables budgétaires ont aussi pour mission de vérifier que la circulaire a été vérifiée. Et il ne s'agit pas pour l'État, je pense, de se dire on va acheter souverain et donc on va acheter 10% plus cher, on va acheter 20% plus cher. Enfin, je pense que c'est vraiment pas l'idée. On a tous responsables dans les administrations une responsabilité de l'utilisation du denier public auprès de l'ensemble des concitoyens et qui sont aussi contribuables. Et donc voilà, il ne s'agit pas de surpayer des solutions sous le prétexte qu'elles sont souveraines, mais par contre de s'enlever finalement tous les freins psychologiques ou autres qu'on se met et se poser vraiment la question de quelle est la meilleure offre en donnant leur meilleure chance aussi aux offres européennes. Et ça profite à la fois aux fournisseurs européens et in fine à tout citoyen, parce qu'on va pouvoir avoir finalement une meilleure offre pour fournir des services publics modernes et efficaces. Et pour ce qui est de ce tout jeune comité stratégique de Alors, filière, alors comment est-ce qu'il peut encore aider à accélérer sur ces enjeux ? Donc c'est le comité stratégique de filière logiciel et solutions numériques de confiance. Donc
donc qui a été formellement installée tout récemment et qui est présidée par Michel Paulin, donc l'ancien directeur général de VH Cloud que vous connaissez tous. Donc le but d'un CSF, qu'est-ce que c'est en général? Un CSF, on rassemble en fait les acteurs d'une filière donnée, donc ça peut être l'automobile, l'aéronautique, donc ici c'est plutôt toute la partie software si on veut, et le but c'est qu'ils travaillent ensemble sur des projets, sur des thématiques qui les rassemblent, où ils ont besoin de travailler ensemble. Donc ça peut être la problématique de l'export par exemple, ça peut être la problématique de l'innovation, comment mieux travailler pour innover ensemble et puis avec les organismes de recherche. Ça peut être les problématiques d'égalité des chances et de féminisation. Évidemment, c'est un enjeu particulièrement prégnant dans le numérique où voilà, on risque de se couper d'une partie importante de la force de travail si on n'attire pas les femmes pour travailler sur les métiers du numérique. Je sais que c'est une démarche chère au CIGREF aussi. Et donc, voilà à quoi ça sert un CSF. Alors, je crois que je me demande si DocaPost et pas au conseil d'administration, au bureau de ce CSF. Donc on est dans tous les bons coups. Bien sûr. Si tu veux compléter votre vision du CSF. Non, c'est exactement ça. C'est un CSF qui a mis du temps à se mettre en place parce que quand on dit le numérique, c'est vaste. Hein. Et on ne peut pas avoir des centaines de personnes, enfin, ce serait totalement inefficace. Mais en effet, on est ravis que ça a été lancé. Et il y a différents groupes de travail dans lesquels on est impliqué, notamment un sur les données sensibles. Parce que dans tout ce dont on parle finalement depuis le début, on part de cette intuition de données sensibles. Peut-être qu'il y aurait des données sensibles et des données pas sensibles, ce qui déjà en soi un débat. Mais après, dès qu'on veut rentrer dans le détail, c'est très complexe. Soit dans des cas particuliers, c'est très complexe. Donc voilà, ça fait partie, ça illustre exactement ce que tu viens de dire. Ça fait partie des sujets où il n'y a pas de question de concurrence, de choses comme ça, où on a un intérêt collectif entre industriels et en lien avec l'État, parce que le CSF c'est aussi ça, c'est un lien direct avec l'État via la DGE. On a un intérêt vraiment à travailler collectivement ensemble avec les bonnes personnes. Voilà. Donc ça va être ça et on compte beaucoup. Voilà, on espère vraiment que ça va permettre d'aller suffisamment vite pour répondre aux questions, parce qu'une fois encore, on est dans un domaine où il faut aller très très vite. Et si on a un seul regret, finalement, c'est d'avoir le sentiment d'avoir perdu beaucoup de temps dans le passé, et je m'inclus dans la critique, évidemment. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. On avait encore une dernière question à vous poser, mais je propose qu'on la sacrifie pour prendre des questions de la salle et qu'on finisse pas trop tard, parce que le buffet est déjà prêt. Donc, ma question est simple. Avez-vous des questions pour nos intervenants? Oui, Président. Merci, Antoine. Cette semaine est tombée une information comme quoi Microsoft avait coupé la messagerie de la Cour pénale internationale pour des questions de désaccord entre le gouvernement américain et les décisions prises par cette cour de justice. Est-ce que ce genre d'information a eu un impact dans vos administrations, au sein de vos entreprises? Est-ce qu'il y a eu des actions immédiates qui ont été prises, ou comment est-ce que vous avez perçu cette information dans vos différents champs d'organisation? Qui est encore chez Microsoft? Alors, je ne répondrai pas à cette question, mais je me sens concerné quand même un peu. Ça illustre une chose, c'est que ces entreprises américaines, et on pourrait dire la même chose des entreprises chinoises et probablement des entreprises européennes, elles ne sont pas libres. Certaines ont la volonté de le devenir. On sent même une tentation souveraine, je pèse mes mots, chez certaines d'entre elles, qui se verraient très bien à l'égal d'État. Et ils se comportent comme ça parfois. On a même vu certaines d'entre elles, vous irez vérifier, commencer à nommer des ambassadeurs. Quand on se met à faire de la diplomatie, c'est quelque part on se prend vraiment pour un État. On en a vu imaginer pouvoir battre monnaie. On en a vu, alors ils ne veulent plus le faire maintenant, mais s'imaginer également justicier. Voilà, toutes les fonctions régaliennes, en fait, on les retrouve chez ces GAFAM qui ont pris une telle puissance qu'il peut y avoir cette tentation. Mais non, en pratique, les GAFAM, c'est des boîtes américaines soumises au droit américain et au-delà du droit américain, à la puissance du pouvoir américain. Je vous prends un seul exemple. Allez voir ces images qui, moi, m'ont fait mal au cœur de l'investiture américaine. Non pas que ce choix du président, ça c'est... Mais voilà, tous ces industriels au garde à vous, les uns à côté des autres, en train de prêter allégeance. Est-ce qu'ils étaient tous heureux? J'en sais rien, je ne suis pas là pour faire leur psychanalyse.
probablement que dans le lot, il y en a qui s'appliquent un peu. Mais ils ne sont pas libres. Voilà. Et donc, quoi qu'ils vous disent, ils ne sont pas libres. J'avais un exemple, mais je ne le prends pas parce qu'il est trop. Je ne sais pas l'anonymiser. Donc voilà, c'est le jeu. Et moi, une boîte américaine qui respecte le droit américain, ça ne me choque pas et j'ose même pas leur reprocher. Ce qui m'agace, ce sont les discours qui tendraient à faire croire que oui mais non, on ne respectera pas le droit qui s'applique parce qu'on est des gentils et on va le faire. Voilà. Après, le cas particulier, excusez-moi l'expression, c'est con quand même. C'est con de faire ça. Qu'est-ce que ça change? Enfin, c'est une provocation de plus. Voilà, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Quelque part, c'est du pain béni pour les gens qui, comme moi, tentons de mettre en garde depuis très longtemps sur ces questions-là. C'est une démonstration un peu bête, finalement, que voilà, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance. Et donc, on peut imaginer des scénarios, et en ce moment particulièrement, où ça pourrait avoir de vraies conséquences sur nous. Mais il y a d'autres cas où... rappelez-vous au temps du Covid, quand tout ça a commencé, la question qu'on se posait, je crois qu'on a vécu ça ensemble aussi, c'est est-ce que les réseaux vont tenir? Et on avait déjà vu les acteurs, tous les acteurs du numérique, commencer à dire, de toute manière, s'il faut faire des choix, on fera des choix, mais attention. Et donc, voilà, comment auraient été réparties les capacités de calcul, la bande passante et tout ça, par les acteurs américains, s'il avait fallu choisir entre l'Europe et les États-Unis, moi je connais la réponse. Voilà. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Heureusement, voilà. Mais voilà, mais une fois encore, transformer ça en une sorte de procès médiatique des GAFAM, je pense que c'est une erreur. Il faut vraiment être très rationnel dans l'approche du truc. Juste Vous avez des réponses courtes pour comprendre notre question. Juste très vite, ça souligne aussi le fait que, j'ai parlé des suites bureautiques, mais le mail est absolument critique. Et je pense que c'est la preuve par l'exemple de l'utilité d'un label comme SecTeamCloud de l'ANSSI. On ne peut pas juste faire confiance aux fournisseurs pour vous dire si, rassurez-vous, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème par rapport aux atteintes extraterritoriales. On a besoin d'avoir quelqu'un, et en l'espèce l'ANSSI, qui creuse et qui vérifie et qui dit oui ou non, quoi. Et je pense que tous les acteurs, et y compris les Français, et c'est pour ça que je veux dire, ont la tentation de dire mais faites-moi confiance, je suis souverain. Mais non, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Enfin, y compris aux acteurs qui viennent du même pays que vous. Alors déjà en plus, mais oui, on en revient à l'intro. Mais raison de plus, et voilà, d'où vraiment l'utilité de ce type de choses où il y a une vraie enquête approfondie qui est faite avant de dire on met un label SecTeamCloud et on ne la met pas sur un acteur, on la met sur une offre de service particulière, enfin l'ANSSI. Et donc, voilà, je pense que ça conforte finalement vraiment cette démarche globale qu'on a sur le cloud et le numérique. Merci. Francis, n'hésite pas à te présenter avant ta question. Oui, je suis Francis Jutan, je viens de publier avec le soutien de Cap Digital un rapport qui s'appelle « Il y a des lumières ». Et c'est effectivement pour travailler, on appelle ça l'éthique, la souveraineté. Alors moi, je serais un petit peu en désaccord parce que quand j'écoute le discours, en fait, le concept d'autonomie stratégique, c'est pas facile à expliquer. Et tous, vous employez le mot de souveraineté un peu partout pour les solutions. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut peut-être changer la définition de la souveraineté, qui est en fait une démarche pour essayer d'augmenter sa liberté de choisir des solutions avec le moins de dépendance possible. Et c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les États, et même pour le domaine militaire, les systèmes d'armes, c'est compliqué, la souveraineté. Donc, mais ce n'est pas là-dessus que je porterai, c'est l'idée de dire, il y a des problèmes structurels que vous avez soulignés, qui est un problème d'investissement. Et on a aux États-Unis des capacités des investisseurs de très long terme. Et c'est ce qui fait la différence avec l'investissement européen. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui, si on veut développer nos capacités de choisir, notre souveraineté, de dire, ben voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas s'il faut faire des grands emprunts au niveau européen entre pays pauvres qui vont se mettre d'accord pour être moins pauvres pour avoir des grands emprunts. Ce qui me semble très important, c'est de peut-être réorienter, ça se décide, l'épargne, mais aussi l'investissement des entreprises utilisatrices qui vont payer très cher si elles ne soutiennent pas le développement de solutions, de choix françaises, européennes, etc. On sait que ça leur coûte 240 milliards et on sait que ça va augmenter
puisque il y a besoin même, les gros systèmes d'IA sont très chers à développer, il faut que ce soit solvable, et Docapos, vous êtes au cœur de ces activités, vous savez que ça coûte très cher, et quand on augmente, ça va coûter encore plus cher, quand on augmente l'utilisation. Donc du coup, est-ce qu'on peut trouver c'est une question des mécanismes qui permettent à des entreprises d'investir, des entreprises utilisatrices, ces grandes entreprises, bien sûr, elles peuvent acheter. Donc ça, c'était un effort, et comme ça a été dit au niveau des PDG, etc., parce que qui vont être sensibles quand même au problème de la souveraineté, est-ce qu'on peut me couper ou pas les solutions, donc ça commence à progresser, mais aussi qui peuvent, avec leur actionnaire, investir dans des fonds, dont le but va être de soutenir tout ça. Et la deuxième chose, et puis je m'arrêterai pour ne pas être trop long, parce que c'est censé être une question, je crois qu'il y a de l'investissement à faire, il faut mettre de l'énergie dans le système. Donc on ne peut pas, face à des solutions et à des gens très organisés qui font du marketing, on ne peut pas leur reprocher, que vous dites, de partager, de développer, de prendre des initiatives, des alliances, comme on l'avait fait un peu pour l'industrie du futur, prendre des alliances pour que les entreprises, que ce soit celles qui vont développer des solutions, qui vont développer des moteurs d'IA, qui vont développer des solutions utilisant ces moteurs, qui vont utiliser ces solutions, les chercheurs, est-ce qu'on peut prendre des initiatives pour les rassembler, pour qu'ils ne soient pas seuls en face d'eux, en face de ces offres attirantes, et c'est vrai pour le cloud aussi, de façon à ce qu'ils puissent, c'est ce qu'on appelle mettre de l'énergie dans le système et trouver un certain nombre de solutions. Parce que pour les entreprises, ce n'est pas simple aussi de dire, voilà, il se présente l'IA, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais l'utiliser. Donc moi, je vous propose de dire, est-ce qu'on pourrait réfléchir à prendre ce genre d'initiative ? Rappelons que Patrice Pouyanné lui-même s'est ému de devoir choisir entre des solutions américaines. Vous y croyez, vous ? Ça nous a fait chaud au cœur, d'ailleurs. Pardon ? Ça nous a fait chaud au cœur. Je n'en doute pas. Vous y croyez, vous, à cette capacité d'investissement des grands groupes privés ? Je ne sais pas s'ils vont investir directement dans les acteurs des solutions qu'ils achètent. Ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Et voir, ce n'est pas forcément le rôle des groupes privés d'être venture capitaliste ou même investisseur de long terme. Et s'ils dégagent des bénéfices au-delà d'une certaine somme, leur rôle, c'est plutôt privé de leur rendre à leurs actionnaires pour qu'eux-mêmes investissent là où ils souhaitent. Cela dit, cette question de l'investissement, je voulais souligner tout à l'heure que le problème était compliqué, mais surtout pas qu'il fallait se croiser les bras. Enfin, je suis désolé si j'ai été compris comme ça. Et justement, aujourd'hui, en Europe, il y a des travaux en cours pour faire cette fusion du marché des capitaux, et ça me semble absolument crucial. En termes d'énergie dans le système, alors il y a eu un certain nombre d'initiatives politiques. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas cité, mais j'aurais pu l'initiative Je choisis la French Tech, où le but justement c'est d'aller animer la question de la commande publique et de la commande privée vers la French Tech, qu'on peut comprendre au sens large, c'est-à-dire y compris l'écosystème numérique français qui ne serait pas labellisé French Tech d'une manière ou d'une autre. Je le dis parce que dans le cloud, il y a justement des gens qui ne sont plus des startups, et on s'en réjouit, mais qui du coup ne sont pas French Tech au sens strict. Et c'est ce genre d'initiative qui vise d'ailleurs aussi à former les startups à répondre à de la commande publique, à répondre à la commande de grands groupes privés, parce que vendre à un grand groupe, c'est comme vendre à l'État, c'est pas forcément très simple quand on est une startup. Et effectivement, il faut ensuite maintenir de l'énergie dans le système en permanence. Le CSF, ça va servir aussi à ça. Et puis, parce que du coup, il y a ce fameux chiffre là, sorti par le SIGREF, donc voilà, moi j'aime beaucoup le SIGREF, on travaille avec eux, mais comme je disais tout à l'heure, voilà, en tout cas sur le cloud, finalement l'État, on a fait les premiers pas sur le chemin. J'attends les commandes importantes des grandes entreprises françaises vers les fournisseurs de cloud européens. Donc le SIGREF, c'est justement l'association des DSI, donc je les invite à prendre les bonnes décisions et à faire ce chemin avec nous, et justement qu'on ne soit pas l'État tout seul à y aller. Et sur le lien avec l'IA, il y a justement une initiative européenne qui s'appelle European AI Champions ou AI European Champions, je ne sais plus très bien. Mais bref, c'est un certain nombre de grands groupes européens, et justement pas des groupes que du numérique, qui disent mais en fait on va avoir besoin d'une IA européenne et on est prêt à s'investir et à passer du temps pour faire émerger ces solutions, travailler ensemble et derrière acheter des solutions d'IA européennes. Donc je pense qu'il y a quand même un vent, une dynamique, quelque chose qui bouillonne, qui est dans la bonne direction.
Et maintenant, il faut battre le fer tant qu'il est chaud et puis pas perdre de temps. Oui, alors rapidement, dans Eurostack, on appelle de nos voeux la création d'un fonds, hein, comme tu l'indiquais, Francis. Je voulais souligner aussi, puisqu'Adrien est là, et c'est pas souvent qu'on peut féliciter l'administration, mais on voit bien que sous la contrainte budgétaire ces derniers temps, ici, peut-être que, je vais dire, la politique d'investissement a un peu changé pour dire, voilà, je préfère mettre peut-être sur un nombre de faire participer moins d'entreprises, mais de concentrer mon investissement et mes aides auprès d'une poignée peut-être d'acteurs. Alors évidemment, on ne satisfera pas tout le monde, mais au moins on étalera le beurre un peu moins fin sur la tartine et donner les moyens effectivement de concentrer les investissements. Et ça, voilà, je vais le dire devant toi, parce que c'est pas souvent. Je prends juste le relais. C'est impossible de répondre à toutes les questions que vous avez posées en une seule. Vous êtes très habile. Je pense qu'en effet, qu'il y a une grande responsabilité des grands groupes privés. Mais les grands groupes privés, ils ne vont pas aller acheter telle ou telle solution pour faire plaisir ou dans l'intérêt national ou au nom de je sais quoi. Ça n'a pas de sens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là où je suis plus optimiste, c'est que c'est des groupes qui sont souvent très rationnels quand même dans leur approche. J'ai le sentiment, je caricature, mais si on repart en arrière, ils se sont fait avoir à un moment où ils ont acheté cette idée que le numérique, l'informatique, c'est du soutien, c'est des fonctions support. Et c'est comme la cantine, vous ne faites plus la cuisine vous-même, vous ne faites plus l'informatique vous-même. Et ça va marcher tellement mieux et ça va coûter tellement moins cher. Bon, tout le monde l'a acheté, hein, cette fable. Donc ils en reviennent tous. Le premier déclencheur, il est financier. Parce que les premiers qui sont partis dans cette direction, ils se sont rendus compte que ça fissait. Au début, c'était génial. Après, ça coûtait beaucoup plus cher qu'avant. Donc ça, c'est les DAF qui ont sonné l'alerte. C'est pas nous, c'est pas voilà. Et c'est très bien. Et c'est heureux. La sécurité est arrivée après, avec ce constat que si on maîtrisait pas ces infrastructures numériques, ces systèmes numériques, c'était très très dur de les défendre. Et complètement sous-traiter la sécurité de ces systèmes, c'était quasiment impossible. Donc pour des raisons de sécurité, il fallait de nouveau, pas tout réinternaliser, mais recomprendre, remaîtriser les architectures, être capable de savoir où est-ce qu'il fallait regarder, où est-ce qu'il fallait mettre des sondes, où est-ce qu'il fallait protéger, quel flux il fallait couper ou pas couper, enfin, des choses qui sont très techniques et que les sous-traitants ne peuvent pas faire tout seuls. C'est très clair. Et aujourd'hui, il y a la troisième lame qui arrive avec ce problème de dépendance dont on parle depuis le début, ce problème de maîtrise, où en fait, les industriels se rendent compte que s'ils ne sont pas en capacité de maîtriser certains actifs, à commencer par les actifs numériques, eh bien, c'est leur valeur d'entreprise qui allait durablement se retrouver impactée. J'hésite un peu, mais voilà, je prends un exemple, anonymisé. Donc, un grand avionneur français, combien de fois je lui dis, mais où est-ce que vous allez à confier vos systèmes d'information à Google et le traitement des données à Palantir? C'est qui votre concurrent? C'est dur parfois de dire des évidences pareilles. Et dans le traitement de la donnée, ne sous-traitez pas ce savoir. C'est quoi votre savoir-faire qui va faire votre valeur de demain? C'est d'être capable de faire des ailes plus souples ou je ne sais pas trop quoi, ou des avions qui consomment moins? Ben non. Le savoir-faire de demain, ce qui fera la valeur de demain, comme pour les voitures, hein, c'est la capacité à traiter la donnée. Si vous sous-traitez ce qui fait votre valeur de demain, eh bien, vous vous tuez à terme, ou en tout cas, vous réduisez de manière drastique la valeur de l'entreprise. Et ça, ce raisonnement, alors je caricature, évidemment, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, et c'est facile de réécrire l'histoire, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, en ce moment, sont sur la bonne voie, en train de se dire, là, il y a un vrai sujet, mais parce qu'il résonne en valeur d'entreprise, il résonne en pérennité, il résonne en compétitivité, et ainsi de suite. Et il n'y a que comme ça, quelque part, qu'elles pourront avoir des comportements vertueux. Ce n'est pas par de la morale ou de l'éthique, enfin, si l'éthique, ça peut parler, mais ou par des approches comme ça qui ne sont pas directement liées à leur vraie raison d'être, qui est celle de toute l'entreprise. Je propose qu'on en reste là pour la partie conférence, mais on continue les échanges. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation. Merci à toi, Lubna, d'avoir été à mes côtés pour l'animation. Merci à vous pour votre présence ce soir. Merci à vous qui nous regardez en replay. À très bientôt pour une prochaine conf haute densité qui aura lieu vraisemblablement à la rentrée maintenant. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous.